Mesdames et messieurs, bonjour et bienvenue. Vous êtes en direct sur Ziana TV, la chaîne au cœur des diasporas. Encore, toutes nos excuses pour le retard, quasiment une demi-heure, c'est vrai. Mais en même temps, nous vous prions de pouvoir comprendre la situation actuelle en région parisienne. Notre invité était bel et bien à l'heure, mais c'est du côté de la technique qu'on attendait donc Anthony Mouyongi, qui est aussi arrivé, et voilà que nous commençons cette émission. Alors, c'est une émission spéciale puisque vous l'avez bien sûr constaté, c'est sans doute la dernière émission politique avec un homme qui évolue directement au Congo-Brazzaville. Serge Ngouakamabé est mon invité dans ce 100% direct. C'est un homme connu et reconnu au sein de la diaspora, puisqu'il n'hésite pas à vilipender cette diaspora. Avec lui, on va partir sur deux thèmes d'une manière assez importante. D'abord, nous aborderons l'actualité politique congolaise, sociale, économique, en fait, toute l'actualité congolaise. Et dans un deuxième temps, nous reviendrons ici au sein de la diaspora pour comprendre un peu pourquoi est-il toujours énervé contre la diaspora, pourquoi attaque-t-il ici souvent la diaspora. Est-ce qu'aujourd'hui, Serge Ngouakamabé est le premier, je dirais, vilipendeur, ou encore c'est le premier homme qui estime que la diaspora congolaise n'apporte pas grand-chose. Il le dit, c'est vrai, chaque fois qu'il peut le dire. Aujourd'hui, on l'entendra, puisque lui-même, il est un peu de la diaspora, il nous dira comment. Voilà donc, mesdames et messieurs, le menu de cette actualité, avec lui, bien sûr, de cette émission, pardon, avec lui, bien sûr, nous reviendrons sur une actualité plus large sur le continent africain, puisque c'est aussi une occasion, à la fin de cette année, de pouvoir, bien sûr, faire un tour d'horizon sur ce qui s'est passé sur le continent en 2019. Alors, vous pouvez participer à cette émission, c'est une spéciale aussi. Pour la première fois, nous vous proposons d'abord d'intervenir par téléphone, tel que vous le faites la plupart du temps. Le téléphone pour cette émission, je rappelle, donc c'est le 06 44 75 28 34. Et pour la première fois, vous pouvez aussi intervenir en vidéo, puisque vous propose donc une réunion Zoom. Si vous avez l'application Zoom sur votre téléphone ou encore sur votre ordinateur, vous pouvez donc prendre directement la réunion, puisque le technicien l'affiche, vous pouvez le voir maintenant. C'est le 44 28 36 686 avec le mot de passe 41 84 19. Voilà, donc vous avez tous les outils aujourd'hui d'une manière assez spéciale pour interroger notre invité qui est Monsieur Serge Ngouakamabé. Serge Ngouakamabé, bonjour. Bonjour, c'est Marcos. Tout le plaisir de vous revoir ici. La dernière fois que vous êtes venu sur le plateau de la TV, c'était en 2015. Tout à fait, le plaisir est partagé. Voilà, Serge Ngouakamabé, on va déjà repartir avec vous au Congo, même si nous sommes à Paris. Vous évoluez au Congo. D'une manière générale, 2019 pour le Congo, qu'est-ce que vous en faites comme bilan? Est-ce que j'ai le droit de faire un rectificatif parce que j'ai vu la bande-annonce? Oui. Je trouve que ça a été plutôt réducteur à mon encontre, plutôt réductrice la bande-annonce. Vous m'aviez présenté comme quelqu'un qui est entré en politique à travers le concept de la troisième voie. Mais c'est vous qui l'avez popularisé. Oui, mais la troisième voie n'a jamais été un organe politique. La troisième voie, c'était, comme on dit, une dynamique citoyenne. D'accord. Et sinon, sans fausse modestie, Oui. en 2002, j'étais déjà candidat aux législatives face à l'actuel ambassadeur du Congo en France. En Pour 2007, pour quel parti candidat? non, je n'avais pas de parti à l'époque. D'accord. En Donc 2007, un indépendant. oui, en 2007, j'étais déjà candidat aux législatives face à l'actuel secrétaire général du PCT. Et vous voyez bien qu'à cette époque, il n'y a pas la troisième voie. Et pour clore mon modeste parcours politique, j'ai eu aussi dans ce dit modeste parcours avoir représenté le Congo au Burkina Faso lors du sommet des élus locaux francophones d'Afrique. À quel titre? À titre d'élu local de Brazzaville. D'accord. Donc aujourd'hui, vous revendiquez un background politique qui n'a pas commencé avec la troisième voie. Oui, que je vous renie de le confiner seulement à la troisième voie. Ah, mais parlons de la troisième voie. pensais C'était quoi cette dynamique troisième voie déjà? Non, c'était une dynamique née de la volonté d'une frange plutôt pacifique des Congolais à vouloir opposer une issue non violente au changement de la Constitution. Aujourd'hui, le débat est clos. La Constitution, elle est devenue ce qu'elle est devenue. On peut avancer, mais ça n'a jamais été un parti politique. La preuve, c'est que dans la troisième voie, si vous avez souvenance, il y avait différents types de courants. Il y a même des membres qui aujourd'hui se retrouvent ministres, pour ne pas les citer nommément. D'accord, il faut quand même dire, Serge Ngouakamabé, pour rester sur la troisième voie, vous aviez quand même à ce moment-là porté votre voix. C'est vous qui portez la voix de cette troisième voie, s'il faut le dire ainsi. Oui, peut-être parce que j'ai eu moi l'occasion sur votre plateau d'en parler, mais sinon, avec d'autres amis comme les Funky Memba, pour ne pas les citer, ils ont mené d'autres batailles de communication
sous d'autres cieux. La France n'est pas l'épicentre des intérêts congolais. On l'a bien compris. Voilà, mesdames et messieurs, c'est parti. Alors, Serge Makamabé, on va revenir déjà sur le Congo, puisque la France n'est pas l'épicentre. L'épicentre, c'est du côté de Brazzaville. 2019 au Brazzaville, pour le Congo, quel bilan faites-vous déjà, avant qu'on ne rentre dans des sujets plus précis? Le bilan politico-social est négatif. À part être aveugle ou complètement fanatique, le fait même d'être en signature avec le FMI, ça veut dire que le pays est globalement déficitaire. On va faire simple. Un bilan, c'est un tableau à 2 colonnes. Dans une première colonne, vous avez les actifs et dans la seconde, vous avez le passif. Et quand vous tirez le poids ou la balance de ces 2 colonnes, selon que le résultat est positif, nul ou négatif, vous avez le résultat. Donc aujourd'hui, le pays est endetté, le bilan est négatif. Ça, pour le dire, on n'a pas besoin de faire l'apologie des injures. Alors, quelqu'un qui a fait le bilan, notamment pour 2019, c'est Denis Sassou Nguesso, vous l'avez entendu globalement, revenons juste sur l'état globalement, comment l'avez-vous trouvé? C'est un exercice traditionnel, une recommandation de la Constitution. Mais je pense que nombreux, de façon un peu précipitée, ont dû confondre l'état de la nation au bilan. Il ne s'agissait pas au président Sassou de faire le bilan de son mandat ou même le bilan politique de l'année 2019. Il s'agissait pour lui de dresser le tableau, même s'il y a mis un peu d'élégance ou de diplomatie, un tableau plutôt sombre de la situation à la fois politique, sociale. Je mettrai en réserve les volets économiques parce que les agrégats montrent plutôt autre chose, même lorsqu'on sait que les agrégats sont difficilement muables dans les assiettes ou le panier de la ménagère. Un tableau sombre et pourtant blanchi par Thierry Mongala lorsqu'il est intervenu sur un média ici en France. Mais Thierry Mongala est dans son rôle. Le rôle de Thierry Mongala, c'est pas d'aller dire officiellement que rien ne marche, c'est toujours donner l'impression que malgré tout ce qui peut se dire, le Congo est sur la bonne voie. Mais il faut être seulement Thierry Mongala pour avoir le courage, même lorsque le premier garant de l'économie ou de la politique congolaise reconnaît qu'il y a des graves manquements, de façon subtile, qu'il prenne l'audace d'aller sur un... Et puis en passant, ça, pour moi, ça a été une première. Qu'un membre du gouvernement à part entière aille dans un média de renommée pour commenter un simple discours sur l'état de la nation. Dans quasiment la plupart des pays, on donne du chou gras à la presse locale, aux réseaux sociaux pour que les gens nourrissent un peu le débat. Mais voir le lendemain de ce discours, un ministre, pas des moindres, un porte-parole du gouvernement, aller maladroitement défendre un simple discours, je pense que ça a beaucoup plus desservi qu'autre chose. Est-ce que vous pensez qu'aujourd'hui la communication des Sassou Nguesso est mal prise en main par cet homme et cette femme qui aujourd'hui la dirigent? Je constate une certaine cacophonie. J'ai comme l'impression, parce que je ne suis pas du milieu, bien sûr, que ne le prenez pas mal. N'importe qui, pas dans le sens péjoratif du terme, n'importe qui peut se permettre de faire la communication de la présidente de la République alors qu'il y a des structures dédiées. Et effectivement, dans cette structure dédiée et défaillante, plus, bon, on constate quand même qu'il y a une communication présidentielle, mais on voit que partout où ça se passe, on a du mal à intégrer ça. Comment voulez-vous attendre à une communication réussie lorsque le contenu ne peut pas être élogieux? Maintenant, effectivement, on peut rattraper ces dérapages par une certaine forme, parce qu'en tous les cas, il n'y a pas de communication politique sans démagogie. Voilà, pas de communication politique sans démagogie. Mesdames, Messieurs, je rappelle donc que vous pouvez intervenir, bien sûr, en direct dans cette émission. C'est une spéciale. Vous pouvez intervenir par téléphone. Je rappelle le numéro, c'est le 06 44 75 28 34. Ou encore, si vous avez Zoom, vous pouvez intervenir en vidéo pour interpeller notre invité aujourd'hui. C'est donc le numéro de la réunion, c'est le 44 28 36 686 avec le mot de passe 41 84 19. Serge Makamabé, Denis Sassou Nguesso s'est exprimé sur les questions écologiques. Il donne, je dirais, à la nature le tort de causer les dégâts que nous constatons aujourd'hui, que ce soit à Brazzaville ou encore dans la Likuala. Est-ce que vous pensez que quelque part, il en manque de lucidité pour dire aussi qu'il y a un problème d'urbanisme ou encore d'urbanisation, non seulement de la capitale, mais aussi d'une prise en charge quand on sait quand même que la Likuala est déjà dans les eaux d'une manière plus ou moins naturelle et que là, il manque, je dirais, des politiques qui pourraient accompagner positivement, je dirais, tel qu'on voit chez les autres, on peut à Venise, on peut vivre dans l'eau, mais si les choses sont bien prises en main. Bon, moi, j'ai un avis plutôt nuancé. Allez-y. Il faut quand même séparer les catastrophes
dites naturelles que le président tente de loger dans ce que lui il appelle le dérèglement climatique. Tout à fait. Et puis cette grande insuffisance d'une politique d'urbanisation ou d'urbanisme appropriée. Quand nous prenons, on va être factuel, quand nous voyons les routes qui se coupent à la tombée d'une ou deux pluies, fut-elle diluvienne, ça n'a rien à voir avec le dérèglement climatique. J'ai personnellement l'impression que de fois certaines routes du Congo sont tellement mal construites qu'elles deviennent effervescentes. C'est-à-dire qu'au contact avec de l'eau, les routes se diluent, un peu comme le comprimé effervescent. Ceci dit, mais il y a aussi et surtout les grands dégâts causés par exemple par les fortes pluies et les inondations. Vous avez pris le cas de la Likwala, de Mosaka, je vous en passe les pires. Oui. À moins de prévoir une grande politique, une grande stratégie de riposte pour pallier à ces catastrophes, je ne vois pas sur le plan humain ce que le gouvernement congolais pourrait faire. Effectivement, le reproche, c'est que dans la Likwala, à Mosaka et dans les autres localités, ces phénomènes ne sont pas nouveaux. Ça veut dire que depuis plusieurs décennies, nos gouvernants sont conscients de l'avènement de ces tristes faits. Il fallait donc, depuis plusieurs années, prendre les mesures adéquates pour pouvoir secourir nos compatriotes qui sont dans la misère totale. Ça, c'est dit. Maintenant, sur le plan de l'urbanisme, il faut être lucide. Les routes sont certainement pas construites dans le strict respect comme vous les journalistes vous aimez dire, des règles de l'art. On voit bien que même en France, puisque je vois que les comparaisons sont faites, c'est vrai, il y a des inondations ici, mais une fois que l'eau a séché, une fois qu'on a réussi à ruisseler l'eau, les goudrons, comme on dit communément chez nous, ne se retrouvent pas complètement délabrés. C'est là la preuve que sur le plan de l'urbanisme, il y a eu beaucoup de bâclage en termes de travaux. Que faut-il faire de Ngamakosso? Puisqu'on va rester par exemple sur la situation urbaine à Brazzaville, Ngamakosso. Que doit-on faire de Ngamakosso? Et tous ces quartiers, aujourd'hui, on sait que la vie en soi n'est plus possible pour les hommes et les femmes qui y sont. Ngamakosso, pour être pragmatique, bon, déjà, je vous ai dit, je suis expert en rien. On est d'accord, on prend votre avis en tant que citoyen. Je n'attends pas à être élu pour quelque poste que ce soit, mais pour être pragmatique, Ngamakosso, déjà, tout de suite, ce dimanche, si on pouvait, il faut interdire l'arrivée ou l'installation de nouveaux riverains. Première mesure. Deuxième mesure, commencer à déloger dans la mesure, passez-moi la tautologie des moyens dont dispose l'État, de déloger les riverains les plus proches des zones sinistrées, notamment le Gros-Ravin. Troisième mesure, lancer une vaste campagne de planting ou même de plantation de ce que nous appelons chez nous communément de gazon, passe-paloum, pelouse, pour essayer de réhabiliter. Parce que les moindres connaissances que nous avons, c'est qu'il faut respecter la nature. Oui. Or, le seul moyen dont dispose l'homme pour contrôler la nature, c'est simplement de la respecter. Une fois qu'on a fait ça, on trouve quand même que tout de suite, il y a des palliatifs, il y a une marmaille de logements sociaux qu'on trouve un peu partout à Brazzaville, à Dragage, à Brazzaville, à Bakongo et même à Kintélé. Donc on peut déjà commencer à faire une politique de délogement des riverains qui sont les plus proches des zones les plus dangereuses, et puis appliquer les deux autres points que j'ai évoqués. Est-ce que vous êtes, je dirais, favorable à une vraie politique d'indemnisation? C'est-à-dire qu'aujourd'hui, ces zones, comme certains, on se renvoie la balle quand on entend certains responsables de Brazil, on dit voilà, on ne devrait pas y être. Ce sont les propriétaires terriens qui ont vendu ces lieux-là, alors qu'au niveau de l'urbanisme, on ne pouvait pas s'y installer. Est-ce qu'aujourd'hui, l'État doit reprendre la main, indemniser les familles et éventuellement les mettre dans ces logements sociaux existants aujourd'hui? Le Congo est un pays corrompu, à la fois prouvé par les agences de notation, mais reconnu par le premier Congolais qui est le président de la République. Ça, il n'y a pas de débat. Et malheureusement, à chaque fois qu'il y a indemnisation des victimes ou suite à une expropriation, il y a mégestion, il y a corruption, il y a détournement de fonds. Moi, je prends un cas pratique. Moi, j'étais le 4 mars 2012 à Wendé, quasiment au niveau de l'épicentre des dégâts, là où il y avait notre maison, notre parcelle de famille. Mais les mauvaises langues disent que la commission à qui on a confié
la gestion, parce que pour dédommager, il faut d'abord recenser et tout. Je vais vous prendre un cas. Moi, je connais très bien Pila. Il y a une rue qu'on appelle rue des Piroguiers. C'est dans Wenzien et Pila, en allant vers Dr Blaché. Je connais cette rue depuis ma tendre enfance. Cette rue, globalement, ne peut pas avoir plus de 50 parcelles. À tout casser, arrondissant à 100 parcelles. Mais comment se fait-il que dans le fichier prévu pour les dédommagements, pour l'indemnisation, la rue des Piroguiers a 1000 domiciles? C'est la preuve que, deux fois, au-delà de la volonté politique, la gangrène de la corruption y étant, c'est difficile d'indemniser les gens, c'est difficile de donner de l'argent avant d'exproprier. D'où nous assistons régulièrement à une espèce de bras de fer entre l'État censé mettre de l'ordre exproprié et les riverains qui sont bien conscients qu'ils ne recevront pas leur argent en entièreté. Denis Sassou Nguesso, dans son allocution, a évoqué les maigres moyens dont disposerait l'État. On sait quand même que nous sommes en période de fête. Est-ce qu'il a manqué un peu d'empathie? Fallait-il un geste? Certains commentateurs estimaient qu'il aurait peut-être fallu un petit geste vers ces hommes et ces femmes qui aujourd'hui n'ont plus rien et qui ne savent pas où ils vont passer les fêtes de Noël. Bon, prioritairement, après, je peux me tromper. Si vous me dites aujourd'hui, entre faire un petit geste aux familles sinistrées et payer les salaires de fonctionnaires, qui devient un peu le fonds de commerce de notre gouvernement, je répondrai sans sourciller, payer les salaires de fonctionnaires. Maintenant, l'État a-t-il réellement les moyens de faire un effort supplémentaire? Je n'en sais rien, je ne suis pas dans le secret des finances d'État, mais je pense que, comme vous dites, s'il y avait possibilité de donner même le 1/20 des indemnisations prévues en la matière, effectivement, pour cette période de fête, ça mettrait un peu de baume au cœur auprès de nos parents quasiment désespérés. Voilà, mesdames, messieurs, vous êtes bien sûr en direct sur Ziana TV, la chaîne au cœur des diasporas. Dans ce 100% direct, mon invité est M. Serge Mbouakamabé. Serge Mbouakamabé, vous parliez que le président Denis Sassou Nguesso reconnaît lui-même que la corruption fait partie de l'ADN du Congo et des Congolais. Il a évoqué que par rapport à tout ce qui se passe, il manque des sanctions. Est-ce que vous pensez qu'aujourd'hui, le laxisme, c'est d'abord lui qui en est l'auteur et non pas ces hommes et ces femmes à qui il demande de pouvoir appliquer les sanctions nécessaires, puisque on a quand même au Congo un arsenal législatif qui permettrait d'endiguer ce phénomène de corruption? Bon, on serait dans la situation d'un État normatif que les réponses seraient fluides. Parce que le président se réclame de laisser une justice indépendante. Soit, considérons. Ça veut dire que quand on a accepté ce postulat, on n'a plus de reproches parce qu'il n'y a pas de sanctions sans justice. Oui. Mais là où personnellement j'estime que le président a sa part de responsabilité, c'est que les commis d'État nommés par lui à ces postes-là et qui continuent à cultiver le racisme, tant que lui-même, qui est le premier garant même de la justice, ne sanctionne pas ceux qui sont censés travailler efficacement pour l'État, il se retrouve être malheureusement le premier responsable. C'est-à-dire qu'on devait quand même pouvoir voir le président à son niveau adopter une politique de sanction, au moins là où il a la main mise, pour ne pas effectivement essayer d'annihiler la frontière entre le pouvoir judiciaire et le pouvoir exécutif. On a vu des ministres qui ont quand même brillé par des attitudes peu courtoises. Le président ne les a jamais sanctionnés. De toute ma vie, je n'ai vu qu'une seule fois le président Sassou, comment on dit, débarquer uninominalement Madame Ingani. Bon, après, là encore, les langues se délient, mais un peu sans preuve, en pensant que c'est à cause de l'affaire d'audio et tout. Si le président sanctionnait au quotidien les gens nommés par lui-même, je pense que les autres responsables des administrations pourraient suivre la cadence. Comme on dit, la cadence est toujours donnée par la tête du poisson. Voilà, une tête qu'on dirait peut-être pas pourrie, mais qui a du mal à diriger l'autre partie du corps. Vous êtes, madame, monsieur, bien sûr, en direct sur Ziana TV. Mon invité est monsieur Serge Mbouakamabé. Vous avez bien compris qu'aujourd'hui, nous abordons avec lui l'actualité nationale congolaise, une actualité dense. Nous reviendrons avec lui sur les questions liées à la diaspora. Serge Mbouakamabé, restons toujours au Congo. Vous êtes chef d'entreprise, vous êtes présent, je dirais, dans la vie économique du Congo. Le président Denis Sassou Nguesso a annoncé dans son discours la création de 2000 emplois
pour l'année 2020, embaucher, je dirais, 2000 jeunes et en même temps, il propose aussi désormais une adéquation entre la recherche d'emploi et l'employabilité qui faisait défaut par le biais des centres de formation qu'il propose. Est-ce que vous pensez là, on est dans la bonne ligne, ce que vous attendiez vous en tant qu'entrepreneur pour avoir les hommes qu'il faut à la place qu'il faut? Personnellement, j'ai trouvé que de tout le discours du président, c'était la seule annonce SMART, c'est-à-dire spécifique, mesurable, atteignable, réalisable et inscrivable dans le temps. Pourquoi? Ça fait longtemps qu'il annonce souvent des... Non, allez-y, de façon aussi précise. Oui. Le président dit qu'il y aura, dans le domaine de l'enseignement, 200 000 emplois durant l'année 2020. Ça pourrait peut-être se faire de façon séquentielle, Tout à fait. mais le rendez-vous ne devait être pris que pour que au 31 décembre 2020, on constate tous ensemble est-ce qu'il y a eu réellement 200 000 emplois supplémentaires dans la fonction publique dans le domaine de l'enseignement. Ça pourrait être une mesure louable parce qu'effectivement, il y aurait 11 000 enseignants en déficit en termes de besoins dans l'enseignement primaire et secondaire. Et si on peut commencer par les 200 000, c'est une promesse. Les 2000. Les 200 000. Ah, 2000. Oui, il a annoncé 2000 créations d'emplois. Ah, c'est 2000. Oui. 2000 créations d'emplois. C'est déjà ça. C'est pas beaucoup, mais on est au-dessus de 20% à peu près. Tout à fait. 2000 sur 11 000 de déficit. Le seul bémol que je mettrais sur cette annonce que je trouve smart, c'est qu'il n'a pas dit comment on fait pour financer ce recrutement massif. Comment on fait? Voilà le seul bémol. Mais dans l'esprit, tout le monde crie parce que dans certaines contrées du Congo, vous avez un enseignant pour tout un village. Et si prioritairement dans la répartition, on affecte ces enseignants dans les localités les plus en besoin, ce serait une bonne chose. Mais le seul bémol que je mettrais, c'est comment on fait pour financer 2000 salaires supplémentaires de fonctionnaires. Quand on sait que l'État n'a pas les moyens officiels. Quand on sait que l'État n'a pas les moyens, ça peut, bon, comme c'était un discours, la logique voudrait que les ministres en charge de l'enseignement, donc Olivier Makosso, Nick Fila, Bruno Itoa, si ce recrutement concerne globalement l'enseignement, nous donnent des pistes de financement. On pourrait aussi solliciter le ministre des Finances. Je ne suis pas véritablement dans les rouages, mais tant qu'on ne nous dit pas comment on finance ce recrutement massif, je reste un peu dubitatif. Voilà, on a donc déjà un premier invité qui est en ligne, c'est Monsieur Francky Luemba. Francky Luemba, bonjour. Donc vous êtes sur Zoom. Hein. Est-ce que vous avez suivi Serge Makamabé? Vous avez la parole, Francky Luemba. Bonjour à Serge et bonjour à Cyr. J'espère que vous allez bien. Merci. J'entends Serge parler de Francky, juste nous proposer. Francky, pardon. Francky, s'il vous plaît. Vous êtes où exactement? À Pointe-Noire, à Brazza, quelque part, vous êtes où? à Pointe-Noire, c'est ma question, à Pointe-Noire. Très bien, voilà. Donc vous nous parlez de Pointe-Noire. Allez-y. Oui. Je voulais juste dire à Serge que les 2000 enseignants qui vont être recrutés sur un total en principe de près de 19 000 qu'il faut pour la fonction publique, pensez les départs à la retraite qui vont, ou bien personnels qui vont à la retraite. Donc, quand je l'entends parler de comment financer ces recrutements, non, c'est prévu dans un processus qui se fait déjà, qui est déjà en cours en réalité. Hein. Donc, ils viennent déjà compenser les départs à la retraite, en sachant que les 2000 ne viendront pas combler tout le déficit qui est, lui, établi à près de 19 000. Donc, c'est le point sur lequel je voulais déjà intervenir, apporter cette précision-là, que ce n'était pas des recrutements exceptionnels. On a simplement fait en sorte que chaque année, il y a un numerus clausus qui est donné à chaque administration pour recruter. Mais comme les besoins se font plus forts dans l'enseignement, on a donc essayé de prioriser ce secteur d'enseignement. Donc on prendra un peu plus dans l'enseignement, un peu moins dans les autres administrations. Mais le financement ne devrait pas poser de problème parce qu'il y a autant de départs à la retraite et que un actif remplace à la limite, j'ai envie de dire, un retraité ou même deux retraités. Donc ça ne devrait pas poser de problème. Bien au contraire, il y aura toujours un déficit qu'il va falloir combler dans les années à venir. Donc voilà. Maintenant, lorsque vous me donnerez la procédure, je ne sais pas si c'est le cas de pouvoir interpeller. Vous m'écoutez, Stig?
Oui, vous êtes en ligne, Francky. Voilà. Lorsque vous m'en donnerez la possibilité, j'ai je ne sais pas si je peux, mais j'ai Mais quelques allez-y, questions. allez-y, puisque vous êtes là. Allez-y, allez-y. Déjà, restez en ligne, Francky, par rapport à ce que vous avez dit, Francky Leroy, si vous avez une réponse Bon, là-dessus, je m'en vais. Francky Lemba est entre autres, De l'administration. en plus, il est dans le cabinet de Colline Makosso, donc il apporte là des explications plutôt techniques Tout à fait. qu'on ne pouvait pas avoir lors du discours du président de la République. Donc maintenant, c'est aux techniciens des finances, aux gens un peu plus aguerris en la matière, d'apprécier la réponse de Francky. Mais effectivement, c'est encore la preuve que lors d'un discours, on ne peut pas donner tous les détails. Voilà, en attendant d'avoir tous les détails, mesdames, messieurs, vous êtes bien sûr en direct. Nous avons donc du côté de Pointe-Noire, monsieur Francky Bemba qui intervient. Vous aussi, si vous pouvez intervenir, n'hésitez pas. Vous avez donc un numéro de téléphone. C'est le 06 44 75 28 34 ou encore par Zoom, le numéro s'affiche. Francky Bemba, vous pouvez maintenant interpeller, je dirais, notre invité sur d'autres aspects. Oui, je connais Serge Ouakamabé depuis pas mal de temps déjà. C'est plutôt quelqu'un d'une certaine rectitude et d'une certaine honnêteté. Par contre, et c'est souvent j'en rigole parce que ça prend l'état de la diaspora, je n'ai jamais trop bien compris parce que comme diraient certains, Kimokazama n'a pas pu à Kala. Donc à un moment donné, il aurait pu se considérer comme un élément de la diaspora, quand bien même ayant choisi d'être plus actif notamment du point de vue économique au Congo. Mais il y a quelque chose qui me tracasse avec lui, les relations qu'il entretient avec certains compatriotes. Serge, j'ai envie de savoir, j'ai lu un poste et j'en avais fait la capture, donc je peux très bien restituer. Tu as eu mal à partir avec deux, trois compatriotes. J'en prendrai pour exemple deux. Guy Mafiba. Et c'était aller même très loin. Ça veut même mettre l'objet d'un direct de ta part, de menaces de poursuite judiciaire. Mais on n'a jamais pu éluder cette question dans le fond et savoir en fait quel est le fond du problème qui vous oppose pour que Guy Mafiba en soit arrivé à te traiter de violeur. C'est quand même j'ai envie de rappeler à ceux qui nous suivent que le viol est un crime. Donc ce qui supposerait sur ma posture que tu as sur ton plateau un criminel en puissance ou quelqu'un qui aurait commis un crime. Donc cette affaire de viol, et puis il t'a pris à partir de fois parce que semble-t-il que dans ton passé tu as été vendeur de poissons. Enfin, je ne vois pas ce que ça de dégradant, mais que tu en aurais gardé quelques séquelles qui feraient de toi quelqu'un de pas sérieux. Je présume, parce qu'il n'est pas là, j'ai pas envie d'aller dans le fond, mais grosso modo, à propos de Guy Mafiba. Et puis il y a eu cet activiste, alors je ne sais pas s'il est réellement pasteur, j'en doute un peu, Israël Noumazalaï, qui a proféré des menaces contre toi disant que tu avais participé à la mise à mort d'un de ces cadets en complicité avec certaines personnalités, ainsi de suite. Comment fais-tu, Serge? Parce que moi je peux te le dire, comment fais-tu? Est-ce que ta colère que tu exprimes ou ce rapport vis-à-vis de la diaspora, ce n'est pas simplement la réponse à une frustration par rapport à un différend avec deux compatriotes? Qu'en est-il de ces affaires-là? Et puis quelle est la suite que tu as donnée à tout ça? Et pourquoi? Quelle est la vraie source de vos différends avec ces deux personnages que j'ai cités? Merci, Francky Bemba. Serge Ouakamabé, vous avez la parole. C'est vous qui devrez lui donner les réponses nécessaires. Allez-y. Bon, merci Franck. Je n'avais pas prévu que dans le format de cet échange, on citerait nommément des gens, mais bon, je ne suis pas quelqu'un qui... Monsieur Francky Bemba, on prend la responsabilité. On va commencer par la chronologie suggérée par Francky Bemba. Guy Mafimba, je ne le connais pas personnellement. On s'est vu une fois en tout et pour tout, dans toute la vie. Il était avec le ministre Elvis Okombi Salissan et on s'est croisés dans un resto. Nos tables étaient placées l'une à côté de l'autre. Et puis, il y a eu un débat. Il a publié une énormité disant que la cité de Kintélé aurait coûté 500 000 milliards. J'ai dit que c'était un mensonge. 500 000 milliards, c'est un mensonge. C'est parti là, et puis comme d'habitude, on débat. Et non, il a décidé. Il a décidé que... bon, d'abord, il dit que j'avais vendu du poisson fumé. Oui, j'ai vendu du poisson fumé à mon très bas âge, dès l'âge de 9 ans, parce que j'ai eu une enfance assez difficile.
Ma mère n'était pas là, à 9 ans j'étais avec ma grand-mère, il fallait donner un coup de main à ma grand-mère. J'en suis d'ailleurs fier, parce qu'aujourd'hui, quand je regarde dans le rétroviseur, je dis le poisson fumé m'a apporté beaucoup de force dans ma tête. Mais le plus grave, donc je reconnais, je dis à Francky que oui, j'ai vendu du poisson fumé, j'ai même vendu des beignets, j'allais à l'école Fleuve Congo avec, comme on dit en lingala, Bamayanzine Makolo, j'en ai pas honte. D'ailleurs, tout ça là se retrouvera dans mon roman qui va bientôt paraître intitulé Sèche tes larmes. Mais ce qui est grave, c'est que comme ça, on parlait de la cité Kintélé, ce monsieur Mafimba a décidé que j'avais été refoulé de France pour viol sur mineur. Quand on dit ça, et que quelques semaines après, on voit le compatriote refoulé de France en France, parce que si Makosso encore aujourd'hui, Ziana TV, c'est pas au Congo, je suis en France. Je n'ai pas cessé de venir en France depuis cette histoire. Mais ça ne peut pas justifier ce que Francky pourrait appeler maintenant contre la diaspora. Non, pour moi, Guy Mafimba, c'est un vulgaire diffamateur, et je l'assume. Parce que je n'ai jamais été refoulé de France. Sans fausse modestie, je viens en France sans discontinu depuis plus de 30 ans. Je n'ai jamais violé. Et vous ne pouvez pas violer en France, être refoulé et revenir. Ici, on n'est pas en Afrique. Donc pour moi, Francky, tu peux être tranquille, Guy Mafimba, c'est un vulgaire diffamateur. Mais ce qui m'étonne, c'est comment on peut avoir une telle fertilité dans l'imagination pour pondre des bêtises. J'en ai terminé avec Guy Mafimba, ce n'est pas l'objet de l'émission. Il a aussi parlé du bras spirituel de la diaspora. Pasteur Israël Mazala et j'en ris, mais bon, j'ai les épaules assez larges. Je pense que, un peu plus grave que Guy Mafimba, le pasteur Mazala s'est réveillé un matin, il a décidé que j'avais tué son frère et qu'il avait des preuves irréfutables et qu'il devait porter plainte en France. Mais je suis en France, je ne fais pas 2 mois sans venir ici, je suis en France. Mais je pense que dans la civilisation bantou, nous avons l'entraide. Quand vous avez un concitoyen qui a faim, il faut lui donner un bout de pain. Quand vous voyez un concitoyen qui s'enlise dans son véhicule, il faut lui donner un coup de pouce pour que le véhicule sorte. Quand vous voyez un déséquilibré mental, il faut lui recommander un CNPP, un Centre National de Patients Psychiatriques. Donc, pour faire court, Francky Louimba, j'ai vu que ce pasteur a fait des vidéos avec beaucoup de vues. Malheureusement, un jour, il a publié la date de l'enlèvement de son frère, donc le 16 octobre 2016. Ce que lui oublie, c'est que je suis diaspora. Le 16 octobre 2016, j'étais en France, en Alsace, chez moi, en famille. Donc, je ne veux pas donner du crédit à ces gens, mais si la diaspora, puisqu'on reviendra dessus, continue à miser sur ce type de personnage, mais vous allez me reconforter dans ma traque. Dans ma traque, parce qu'on ne peut pas avoir comme des paravents, des vulgaires diffamateurs et quelques déséquilibrés mentaux. Ça n'a pas de sens. Donc, Francky. Serge, oui. juste une dernière chose. J'ai envie que tu me dises quand même, peut-être que je te poserai la question, mais est-ce que tu peux nous dire aujourd'hui pour toi quelles sont les vraies valeurs de nos compatriotes de la diaspora? Est-ce que tu as pu détecter quand même des hommes de valeur, des femmes de valeur, que tu penses que, mis dans d'autres situations, pourraient être utiles, même politiquement au pays? J'ai vu, on en avait parlé tous les deux, mais je crois que tu es un peu réservé quant à l'initiative d'un carrément d'espoir. Mais au-delà, est-ce que tu as des compatriotes aujourd'hui que tu estimes qui sont des hommes et des femmes dignes, qui mènent un combat dans la dignité et qui ne sont pas à comparer à tous les autres? Voilà. Oui. C'est ma dernière. Non, mais c'est difficile. Moi, globalement, je pense que la diaspora congolaise de France, hein, parce que celle d'Amérique, du Canada, on n'a pas trop beaucoup d'échanges. C'est comme un trousseau de clés. C'est-à-dire que quand tu les prends séparément, c'est-à-dire que là, même en offre, quand tu parles avec Sir Makosso, tu sens de la graine, tu sens de la matière. Moi, je suis très avare de compliments, mais je continue à croire que c'est le meilleur présentateur de Web TV de tous nos compatriotes. Ce n'est pas pour flatter. Hein. Mais sur les réseaux sociaux, il y a comme une espèce de dynamique inopportune où de façon télépathique, les gens font une espèce de ruée vers la diffamation, vers la violence, vers l'insulte. C'est ça qui réduit un peu notre diaspora. Mais il est bien clair,
il est bien clair, ne parlant que des réseaux sociaux. Quand tu lis les publications des compatriotes comme Hervé Maïka, Pierre Edumba, Doum Grasse, je vous en passe les meilleurs, on sent qu'il y a de la richesse. Maintenant, ce n'est pas à moi de montrer à ces adultes avérés de comment faire pour capitaliser toutes ces intelligences. S'il s'agit seulement de venir sur les réseaux sociaux pour implicitement montrer combien on a de la matière, chacun de nous a ses objectifs dans la vie. Donc, ce n'est pas toute la diaspora en fait. Et puis, je pense qu'une bonne partie de la diaspora ne se retrouve pas forcément sur Facebook, ne se limite pas spécifiquement sur les réseaux sociaux. Donc, en résumé, un peu comme toutes les diasporas, la nôtre est à tous égards brillantissime, mais malheureusement, elle met son énergie. Je précise encore la diaspora de France pour la plupart des compatriotes qui sont sur les réseaux sociaux. Elle met trop de l'énergie dans, vraiment, excusez-moi, dans l'inutile. Merci Francky Bemba, en vous souhaitant de passer de très bons moments du côté de Pointe-Noire. Quel temps fait-il, Francky Bemba? Ben écoute, le soleil est en train de se coucher, ben, il fait beau, le soleil il tape plus assez fort, il a plu hier, donc là ça va quoi. C'est un temps, c'est l'été, hein, donc ça va, il fait beau, ça va. Merci encore Francky Bemba d'être intervenu. Alors Serge Wakamabe, on va prendre quelques réactions en ligne. Vous avez donc monsieur Giscard Ibaramiere. La transparence politique exige de tout homme politique fasse la lumière sur ses engagements. Monsieur Serge Wakamabe peut-il nous dire exactement quel est son métier et s'il est chef d'entreprise, quel est le nom de la société où se situe son siège? Parce que de nombreux indices prêtent à penser qu'il est impliqué dans certains scandales financiers au Congo. Bon, voilà encore, j'en rigole parce que ce jeune compatriote a commencé ses dérapages, je l'ai appelé. Donc vous le connaissez alors? Non, je le connais des réseaux sociaux. Un coup il habite à Pointe-Noire, un coup il est en France, un coup il a une maison à Bâle. Mais on va aller à l'essentiel. Je suis directeur de société. La société s'appelle Proximity. Donc proximité en anglais. Mieux, vous tapez www.proximity-cm.com. Vous allez voir que c'est un grand groupe quasiment multinational et je suis le responsable des opérations du Congo-Brazzaville. J'espère que j'ai répondu à la question. Donc, voilà, et par rapport au scandale financier qu'il évoque, que vous serez impliqué dans le scandale financier. Mais voilà, donc je suis impliqué dans le scandale financier. Je ne sais pas s'il fait allusion. Je suis passé sur l'émission de Brice Landy-Deco. C'est moi qui ai fait le témoignage de l'étranglement fiscal dont sont victimes les jeunes entrepreneurs comme moi. S'il parle de ça, ok. Mais sinon, à côté de ça, il a pondu en inbox beaucoup de... Mais ce n'est pas à moi d'apporter la preuve de... Je ne sais pas ce qu'il entend par scandale financier. Donc, il peut publier les documents qu'il a. Mais sinon, pour la société, c'est Proximity. Le site internet existe. Vous tapez www.proximité en anglais, barre de 6 CM. CM comme le diminutif de Cameroun.com. Vous verrez que c'est un groupe avec 8 pays et je suis le directeur de Proximity. Voilà, donc Monsieur Ibaramiere, si vous avez des éléments, n'hésitez pas de nous les balancer. Si vous avez des choses aussi à dire directement à Serge Wakamabe, vous avez donc le numéro de la réunion Zoom et vous avez le numéro de téléphone. Je rappelle, vous êtes nombreux à demander le numéro de téléphone. Il a été affiché et on va encore l'afficher. C'est le 06 44 75 28 34. Alors Serge Wakamabe, certains vous connaissent déjà par rapport à vos sorties. Certains le disent contre la diaspora, mais vous estimez que votre diaspora a besoin d'être remuée. Vous-même, vous reconnaissez que vous êtes issu de la diaspora. Qu'est-ce qui explique que vous soyez aussi, je dirais, dur avec cette diaspora? Qu'est-ce qui ne va pas dans cette diaspora qui fasse en sorte, il faut quand même dire que au niveau du Congo, vous êtes tellement le seul qui le dit ouvertement, alors que beaucoup le pensent, mais n'osent pas le dire sur la place publique. C'est déjà la preuve sans fausse modestie encore que je suis totalement libre. Même avec mon costume bicéphale, que je sois dans la diaspora ou au Congo, je suis totalement libre. Je peux, passer mon expression, taper autant sur le pouvoir, l'opposition, la diaspora, je n'ai aucun remords. Je ne sais pas ce que je dis réellement de méchant, mais c'est quand même écœurant de voir une diaspora que j'ai reconnue pétrie de talent, consacrée quasiment, je n'ai pas les statistiques exactes,
90% de son énergie dans l'invective, dans la critique qui date aujourd'hui, depuis l'avènement d'Internet, peut-être de 10, 12 ans. Est-ce que la diaspora congolaise de France n'est-elle pas capable, à côté de critiques, essayer de construire un véritable plaidoyer de proposition? C'est-à-dire que dans la diaspora, on a par exemple des médecins, on a des journalistes, on a des sapeurs, je vous en passe les autres. Pourquoi chaque corporation, j'allais dire, ne ferait pas de plaidoyer pour que demain, les gens soient quand même capables de dire, nous, le collectif des médecins congolais de France, nous avions proposé ça pour la politique sanitaire ou de santé publique de notre pays, on n'a jamais été écouté. Ok? On peut maintenir les critiques, fût-elles les plus acerbes. Mais qu'est-ce qu'on offre pour le pays? J'ai le sentiment que la diaspora congolaise de France n'apporte rien au pays. Est-ce que le dire fait de moi comme le premier ennemi, l'ennemi numéro 1 de la diaspora? Et puis si vous avez 2-3 critères de la diaspora, tout le monde ici en France a comme argument que le Congo appartient à tout le monde. Mais je rétorque pour dire que la diaspora appartient au Congo. Et si le Congo appartient à tout le monde, donc la diaspora appartient à tout le monde. Et plus au-delà encore, si vous avez les critères pour définir ce que c'est que la diaspora, vous vous rendrez compte que je suis de la diaspora aussi. Donc je ne suis pas en train de scier la branche sur laquelle je serai assis, mais je constate juste que nous n'apportons rien à notre pays de façon concrète. Alors nous avons déjà quelqu'un en ligne qui est là, c'est notre première intervention au téléphone. Allô? Oui, allô, bonjour, Cyril Makosso. Oui, bonjour. Vous pouvez vous présenter, Serge Makamabe vous écoute. Oui, je suis Boutri, Sir Richard Anthony Eolong, et je suis le secrétaire général du Mouvement républicain pour la libération du Congo, en sigle MRLC. Alors, j'ai 3 préoccupations qui me poussent à interroger M. Serge Makamabe. Ce sont les suivantes. La première, pense-t-il que le Congo a un avenir avec ce système politique criminel et barbare qui a été installé au Congo en 1991 par la conférence dite nationale et souveraine qui a consacré le Congo comme une ethnoкраtie, entendue par là une dictature ethnique, c'est-à-dire un système politique qui s'appelle l'ethnopartisme, dans lequel la prise du pouvoir de l'État se fait par des regroupements ethniques qualifiés de partis politiques et qui, une fois au pouvoir, soit par un vote ethnique ou par les armes, prennent l'État central en otage et instaurent une ethnocratie qui est une dictature ethnique. Ça, c'est la première question. Pense-t-il que le Congo a un avenir avec ce système politique? Alors, deuxième question, ce n'est pas une question, mais c'est pour éclairer la lanterne de tout le monde. Alors, je fus professeur certifié du lycée au Congo-Brazzaville et président du syndicat des enseignants appelés et volontaires. Alors, en ce qui concerne les 2000 enseignants annoncés par Sassou Nguesso, ça va être des appelés volontaires. Moi-même, je suis sorti de l'université Marie-Ouadé avec le CAPES, qui est un diplôme qui donne droit à l'enseignement au lycée. Donc, qui fait de quelqu'un un professeur certifié de lycée. Tu payes. Mais j'ai enseigné de 90 à 99 en tant qu'appelé et volontaire, donc payé à la main au trésor public sans fiche de paye. Dans un premier temps, on touchait la bourse qu'on avait à l'université. Et puis, en 96, juste avant la guerre, le gouvernement de Souban nous intègre dans la fonction territoriale qui n'existe pas. D'accord. Alors, Monsieur Oulong, s'il vous plaît, est-ce que vous pouvez aller à l'essentiel? Donc, les questions, la première, on a bien compris. La deuxième? La deuxième n'est pas une question. Je confirme que le général Sassou Nguesso va recruter ses
au temps du monopartisme, mais ça sera des appelés volontaires. Ça ne sera pas des gens intégrés dans la fonction publique. D'accord. Et voilà, c'est ce que puisque j'ai l'expérience, j'ai enseigné pendant 10 ans au Congo comme enseignant appelé et volontaire avec le CAPES, qui donne le droit d'être professeur certifié de lycée. Très bien. 10 ans. Et je n'ai jamais eu de fiche de paye. D'accord. La troisième préoccupation, M. Oulung. Alors, la troisième préoccupation, donc, c'est une question. Alors, ne pense-t-il pas qu'il est temps donc de mettre un terme à ce système politique qui oppose les ethnies du Congo les unes contre les autres pour aller vers un système politique démocratique, représentatif, qui tient compte de nos us et coutumes, entendu par là, de notre culture et de notre anthropologie sociale, c'est-à-dire la réalité ethnique du Congo. Merci, M. Oulung. Serge Okabe va vous répondre. Allez-y, Serge Okabe. Bon, sur la Donc, première question. trois préoccupations. Hein. D'abord sur le système, enfin, qui rejoint la dernière, mais enfin, Ok, voilà, en allez-y. gros, la première question, y a-t-il encore espoir au Congo, vu la situation actuelle? Bon, à un certain niveau, on n'avance pas un argumentaire sans soubassement. Au Congo, quand vous avez des gens qui investissent encore dans les immobilisations à long terme, c'est-à-dire l'électroménager, les terrains, les constructions, c'est le signe implicite que le peuple croit encore. Quand vous avez quelqu'un, un fonctionnaire, avec son maigre salaire et ses grandes difficultés au quotidien, qui thésaurise et prend quand même l'option d'investir dans les valeurs immobilières, c'est le signe implicite dans mon métier d'observateur, d'analyse des comportements sociaux, que le peuple a encore espoir. Maintenant, là où je suis d'accord avec le compatriote Richard, mais pas en des mêmes termes, c'est que je suis d'avis pour qu'il y ait un renouvellement du personnel politique, parce que il est avéré que ça va être quasiment impossible de produire de meilleurs résultats en gardant les mêmes recettes. Donc je suis effectivement... Et les mêmes hommes. Mais c'est ça les recettes, les mêmes hommes. Je suis effectivement pour qu'on opère un renouvellement progressif de la classe politique. On peut prendre des mesures sur 20, 30, 50 ans, des mesures à long terme. Parce que quand il parle de l'ethnocentrisme, on a beau chambouler même le système en place et tous les hommes, si le Congolais lambda est accroché à son ethnie, si on fait le reproche que les gens du Poul votent pour Parfait Kolela, les gens du Grand Niali votent pour Tsatima Diala, ce n'est pas en chamboulant le système en place que les mentalités des gens vont changer. Donc, à la fois, de mon point de vue, avec les éléments d'appréciation que j'utilise en observant qu'il y a quand même des Congolais qui continuent à faire des investissements à long terme, notamment l'acquisition des terrains, les achats du mobilier électroménager, ainsi de suite. Ça veut dire que c'est des gens qui sont partis pour espérer encore que le pays change et on garde espoir. Maintenant, sur les 2000 emplois annoncés par le président. Voilà. Enfin, ça a déjà été fait, hein, ce qu'il dit, lui-même il en témoigne. Non, mais voilà. bon, ces gens-là, ça va être encore des appelés volontaires, je n'ont ne pas suis- un véritable statut. je ne suis pas là pour défendre Oui. le pouvoir en place, mais j'essaie d'être lucide pour dire à ceux qui me suivent, le président a parlé de 2000 enrôlements dans la fonction publique. Dans la fonction publique, il y a les bulletins de paye. Et Francky Lomba, qui est technicien du ministère de l'Enseignement, dit ça va être au fait un renouvellement ou un remplacement de ceux qui partent à la retraite. Ceux qui partent à la retraite, ce ne sont pas les appelés volontaires. Les appelés volontaires, j'ai envie de dire, dans le langage congolais, c'est des dépanneurs. Ce n'est pas des gens dûment recrutés. Qui n'ont Non. pas un statut. On va juste faire un constat. Le président a annoncé une chose et le compatriote a interprété à sa façon. Et puis s'il avait pu, il parle de son expérience. Maintenant, si dans son expérience à l'époque, on avait aussi annoncé qu'on les enrôlait dans la fonction publique, ok. C'était le cas. Mais s'il fait une spéculation, je dis, je respecte son point de vue, mais je ne le partage pas forcément. Alors, il y a Missy Balisti qui dit Monsieur Serge Nwakamabe attend quoi de la diaspora si ce n'est pas des invectives? Celle-ci est en face d'un régime répréhensible. Quelles sont ses suggestions? Bon, C'est Missy Balisti. a priori, je pense que quand les gens interviennent, ils doivent quand même pouvoir s'assumer parce que
derrière un pseudo ou un nom comme ça, on ne sait pas qui est, mais je vais quand même répondre par courtoisie. Allez-y. Il reconnaît que, implicitement, que la diaspora est plutôt aguerrie dans les invectives. Je lui dis, chers compatriotes, ok, considérons que c'est légitime pour une frange de la diaspora. À côté de ça, avec tout le talent, les formations que vous avez accumulées ici, qu'est-ce que vous rendez à ce pays? Donc je lui repose la question. Je dis, considérons, faisons le sacrifice de croire que ces invectives sont légitimes parce que les gens sont lassés du pouvoir en place. Ok. À côté de ça, quelle est la contrepartie? Est-ce qu'il n'est pas possible de faire les deux? Moi, je parlerai de critique, lui reconnaît l'invective. Ok. Est-ce que les invectives empêchent la diaspora congolaise d'être productive? Je dis non. C'est parce que la diaspora n'est pas organisée, elle est éparpillée, elle est hétéroclite, et puis il y a cette guerre d'ego. Maintenant, si la diaspora se satisfait de sa posture actuelle, je dis, je respecterai, mais c'est regrettable parce que la diaspora a beaucoup plus à donner que de simples invectives. Et quand on fait le bilan, c'est bien de demander de la rigueur au bilan à ceux qui ont lamentablement échoué aujourd'hui. Mais est-ce qu'on doit être le reflet de ce miroir qu'on déteste? Non. À côté des invectives, notre diaspora n'apporte rien au pays et c'est ça un peu la base de la révolte. Voilà, un homme révolté. Mesdames, Messieurs, vous êtes bien sûr sur Ziana TV, la chaîne au cœur des diasporas, une émission spéciale avec notre invité, Monsieur Serge Ngouakamabé. Alors, j'aimerais juste attirer votre attention, vous qui intervenez en ligne. Aujourd'hui, on a mis deux outils, le téléphone ou encore la vidéo. Je constate que Monsieur Giscard Ibara-Miéré a énormément de choses à dire et à reprocher à Monsieur Ngouakamabé. J'aimerais bien que vous preniez le courage pour une fois. Vous avez le téléphone. L'homme est en face de vous et c'est l'occasion pour vous de le confondre. Quand vous nous mettez des choses en ligne, on va les relayer. Si vous n'apportez pas les preuves nécessaires, comprenez aussi, monsieur Ibara-Miéré, que quelque part, vous n'assumez pas, vous vous cachez derrière ces accusations qui pour nous ne sont pas aujourd'hui plausibles parce qu'il n'y a aucun élément. Prenez la parole en vidéo, prenez la parole par téléphone, Serge Ngouakamabé en face de vous, interpellez-le. Je vais prendre votre dernière intervention, mais j'aimerais bien que vous ayez le courage de vos opinions pour interpeller Serge Ngouakamabé directement. Vous le faites la plupart du temps quand nous sommes là, mais aujourd'hui, l'homme est là. Vous lui reprochez des choses, vous avez besoin que les Congolais qui le suivent sachent exactement les scandales dans lesquels il est impliqué. Prenez votre courage, appelez-nous, je vous redonne le numéro, c'est le 06 44 75 28 34. Si vous êtes à l'international, ajoutez le 33. Si vous voulez aussi que les Congolais vous connaissent puisque vous intervenez de plus en plus, passez par notre réunion Zoom 44 28 36 686 et avec le mot de passe 81 84 19. Alors, Serge Ngouakamabé, toujours M. Ibara-Miéré qui apparemment a énormément de choses à vous reprocher, mais bon, nous aimerions qu'il puisse, je dirais, se dévoiler aussi. Ce serait bien pour les jeux de transparence que vous nous évoquez. Il parle. Cette émission est une émission politique qui doit permettre aux auditeurs d'en savoir davantage sur l'invité. Monsieur Serge Ngouakamabé est impliqué dans de véritables scandales financiers au port de Pointe-Noire avec Steve Luemba qui se chiffre à des dizaines de millions par mois. Observateur des comportements, n'est-ce pas une profession qui existe au Congo, n'est pas une profession qui existe au Congo, pardon. Nous souhaitons connaître le siège de sa société. Vous avez donné le nom avec le siège Serge Ngouakamabé. Bon, j'espère que je vais encore, pour que ce ne soit pas comme une fuite à l'avant. Voilà, nous espérons que M. Ibara-Miéré prononce le courage pour... Monsieur Ibara-Miéré, écoutez-moi bien et puis on pourra prolonger, ça ne va pas être un ping-pong. Non, mais... Monsieur Ibara-Miéré, déjà, j'espère qu'il a eu 2 minutes pour aller sur le site de ma société. La société a plusieurs sièges. À Pointe-Noire, à l'OCH, à côté de l'ambassade du Burkina Faso. Vous arrivez là, vous demandez proximity, tout le monde sait. À Brazzaville, à Batignolles, sur l'avenue de la base, en diagonale du siège de l'association gérée par Bopaka. Et je viens de transférer le siège aux immeubles City Center. Je suis sous-logé par le cabinet Maître Atiga pour des raisons économiques. À Dolisie, je ne connais pas trop bien Dolisie, mais en tout cas, on est non loin de la mairie de Dolisie. À Oyo, j'ai des bureaux, mais je n'ai jamais mis pied à Oyo. Je délègue
mes collaborateurs. À Ouesso, on a un comptoir. J'ai jamais mis pied à Ouesso, mais je sais que c'est à côté de la Banque centrale. Donc voilà les sièges. L'autre question, c'était que des scandales avec Steve Weba par rapport au port de Pointe-Noire. C'est maladroit. C'est maladroit qui cite les noms des gens, mais ce qui est sûr, ce Steve Weba, c'est un de mes anciens élèves, parce que j'ai travaillé 10 ans dans l'éducation. Il y a zéro scandale. Ok, il y a zéro scandale. C'est ça. Parce que vous voyez, c'est pas pour retourner le couteau dans la plaie. Quand Guy Mafimba écrit que j'étais violeur refoulé de France, ceux qui ne me connaissent pas acceptent. Ok? Donc je ne vais pas revenir sur quelqu'un se réveille, il écrit. Le scandale en question, c'est quoi? Le scandale en question, c'est quoi? C'est moi qui ai rompu mes accords avec certains partenaires pour des besoins de liberté. Donc je n'en dirai pas plus. S'il est courageux, il peut me rappeler. Qu'il appelle déjà ici, qu'il appelle ici. Un ping-pong sur quelqu'un. Tout à l'heure, j'ai donné l'adresse. S'il allait sur le site, il aurait au moins trouvé au moins le siège social de Brazzaville. Donc, en passant, je voudrais lui dire de me débloquer. Puisque s'il parle avec moi au téléphone, je ne vais pas le manger. Et c'est aussi quelqu'un de ta diaspora. Voilà, M. Baramiere, quelqu'un de la diaspora, donc prenez le courage, appelez, je pense que ce serait une bonne chose. Alors, il y a Patrick Mouzéo qui dit, Serge, tu as affaire à quel système politique au Congo? Moi, je dis que le Congo est une dictature. Peux-tu faire des propositions à une dictature? Bon, je n'ai pas la sémantique appropriée du terme dictature. Moi, je pense que le Congo-Brazzaville est un État en voie de démocratisation, malheureusement avec beaucoup d'injustice. Maintenant, si ça suffit pour être une dictature, je ne sais pas. Monsieur Makosso, je vois souvent des compatriotes comparer le Congo à la Corée du Nord. Vous avez fait faire un buzz à un compatriote qui est basé au Congo, Monsieur Costan et Barapé. Très honnêtement, je sais que Patrick Mouzéou, qui échange beaucoup avec moi en inbox, a suivi la vidéo de Barapé. Je lui renvoie la question, Patrick. Penses-tu dans une dictature avérée, M. Ebarapeya serait toujours en liberté? De la réponse à sa propre question, on pourra dégager les pistes. Maintenant, je continue à croire que le Congo, considéré comme dictature par les uns et comme une démocratie boitante par les autres, peut quand même recevoir des propositions. Sans fausse modestie, mais on va essayer de parler des choses réalistes. J'ai fermé 6, mais vraiment sans fausse modestie, j'ai fermé 4 de mes 6 agences à cause de la situation économique. Je me sers de ma veste de diaspora, puisque je le revendique aussi, pour voir dans quelle mesure je peux emmener des investisseurs au pays. Mais je ne le fais pas parce que le pouvoir me demande. Je ne le fais pas en me disant c'est une dictature, si j'emmène des investisseurs, on va nous tuer, je ne sais pas. Donc, Patrick Mouzéou, moi je préfère voir des gens qui font des recommandations et qui gardent les preuves que ce pouvoir est sourd et ne prend pas en compte les propositions de sa diaspora. Mais tant qu'on n'a rien fait, on va demeurer dans les spéculations. Et moi, je me désolidarise de cette façon de faire les choses. Alors, il y a Joe Curtis, lui, est du côté des États-Unis, c'est pas la diaspora, enfin, du côté des États-Unis. Comment veux-tu que la diaspora puisse intervenir ou proposer des solutions lorsque le gouvernement nous prend pour des ennemis? Bon, ce jeune compatriote des États-Unis a toujours... Un jour, il a même dit que le pouvoir les prenait pour des criminels. Je lui ai dit, bon, les mots sont un peu forts. La diaspora n'a jamais tué personne. Même si dans le lot, la diaspora est qualifiée pour trouver les criminels du côté du pays, moi en premier. Donc, je regrette une chose. L'État congolais a pensé mettre en place tout un ministère qui soit chargé des relations avec la diaspora. Le regret que j'ai aujourd'hui, c'est que ce ministère, dans son rôle de contact avec la diaspora, est inopérant. Je n'ai pas vu le ministre Ngakosso tenter au moins de tendre la main à la diaspora et observer le refus. Il n'est pas obligé de commencer par la diaspora de France parce que visiblement, c'est la plus redoutée. Alors que parallèlement, c'est peut-être la plus riche, probablement.
J'aimerais tellement voir le ministre Nakosso tendre la main, par exemple, à la diaspora congolaise du Sénégal, à la diaspora congolaise des États-Unis. Les gens vont venir. Il y a un compatriote qui a reconnu que l'invective est peut-être le moyen de soulagement. Il va y avoir peut-être des réunions, peut-être les gens vont enfariner le ministre, mais en tout cas, je sais qu'à un certain moment, les gens vont parler. Tant que les gens ne se parleront pas ainsi, chaque camp va se camper dans sa position, et moi, malheureusement, je continuerai parce que le pouvoir de Brazzaville, tout le monde lui reproche ce qu'on lui reproche. Et pourquoi voulez-vous que notre diaspora soit irréprochable? La diaspora ne produit rien du tout. J'entends les gens dire, chaque mois nous faisons des Western Union en direction du pays. Mais c'est pour soulager vos propres familles. Ceux qui ne sont pas ici s'occupent de leur famille sur place et vice-versa. Pour moi, ce n'est pas un investissement. La contribution de la diaspora dans le produit intérieur brut, on peut l'estimer, c'est les transferts de Western Union. Soyons sérieux. Voilà, mesdames et messieurs, toujours en direct sur Ziana TV. Alors, Serge Ouakabadé, par rapport aux initiatives prises par le gouvernement, je voulais juste réparer pour dire la chose suivante, c'est que M. Ngakosso a organisé il y a quelques semaines à Dakar, donc la première rencontre avec la diaspora congolaise installée du côté de Dakar. Il faut dire aussi une chose aujourd'hui, que cette diaspora, elle essaie de se prendre en main, notamment par le biais du Haut Conseil représentatif des Congolais de l'extérieur, aujourd'hui mené par Mme Agnès Nounou, qui parcourt les différentes diasporas. Elle était au Sénégal, elle était au Maroc, elle était en Suisse, elle était en Belgique, en Italie, pour rencontrer les Congolais de la diaspora afin de pouvoir mettre en place quelque chose qui permettrait une expression plus suivie par rapport aux intérêts de la diaspora. Je pense que c'est une bonne initiative. Il faut commencer à travailler avec cette frange de diaspora qui est disposée à travailler. Comme ça, à la lecture des résultats de cette collaboration, on tirera des leçons. Mais on ne va pas continuer. Et puis pourquoi, Sire? Là, je pense que nous faisons un focus on le diaspora politique. Mais il n'y a pas que la politique au Congo. Les gens ne vont pas arrêter de vivre parce que la politique est en berne au Congo. Non. Donc, dans toute la diaspora congolaise de France, il n'y a que des hommes politiques. Et quels hommes politiques? Écrire des posts, faire des directs, des monologues, sans contradicteur, sans interlocuteur aguerri. Moi, je trouve que ce n'est même pas de la politique. Comme a dit un de vos invités ici sur le plateau, c'est plutôt les activistes ou les gens qui profitent au mieux du débit Internet de France. Je continue à croire que si les gens, plutôt que de vous organiser par groupement, le compatriote qui m'a interpellé tout à l'heure, Richard Baudry, ok, il a dit qu'il était membre d'un mouvement... Du MRLC, donc vous avez interpellé la dernière fois Francis Moqueto, le président. Voilà un peu la prolifération des associations de droit français. La prolifération des associations de droit français, ces associations veulent gérer les problèmes du Congo. Si je dois faire une critique constructive à Richard Baudry, pourquoi cette association n'a pas de tentacules au pays? Pourquoi? Comment on peut militer, comment on peut revendiquer une quelconque résistance sans avoir un pied au pays? Ça n'a pas de sens. C'est du prestige. C'est une association de droit français. Qu'est-ce que ça apporte au Congo? Et ce type d'initiative, il y en a beaucoup ici. Encore, vous veniez de parler de Agnès Nounou. J'espère que son mouvement est transcrit dans les annales administratives du pays. Auquel cas, il faut qu'on le fasse. Moi-même, j'ai été séduit par une vision politique d'un compatriote qui est au Canada, Ludovic Mbani, pour ne pas le citer. Ma première exigence avait été que ce parti-là est un récépissé au Congo, chose qui n'a jamais été faite, et j'ai claqué la porte. Donc, ça prouve qu'on n'est pas totalement allergique aux initiatives de la diaspora. Alors, il y a monsieur Brel, voilà, c'est Brel Wamukongo, pardon. Monsieur, quand vous dites que la diaspora ne propose rien, que pensez-vous de cette initiative de la primaire? Bon, j'ai envie de poser la question à ce compatriote, mais comme il a c'est Brel. Brel ne va pas répondre. Je voudrais dire à Brel, je m'interroge. Qu'est-ce qui donne la légitimité à ces compatriotes d'organiser comment on dit, des primaires qui pourraient être ouvertes aussi
aux miens, mes enfants de plus de 18 ans, mon épouse, et je vous en passe les meilleurs. D'où est-ce que nos compatriotes de la diaspora tirent leur légitimité? Je vois des gens très aguerris qui vont souvent devant l'ambassade du Congo en France, devant le Quai d'Orsay pour revendiquer des choses. La première des choses à revendiquer aurait peut-être été revendiquer le droit de vote pour les Congolais de France. Ça, c'est une bonne revendication. Mais chacun aujourd'hui se lève, je veux organiser les primaires. Ça, c'est la diaspora. Mais dans la même diaspora, on a déjà 2 ou 3 candidatures. Moi, j'en compte 3. Il y en a 2. Peut-être que vous en il y a aussi la troisième. Aristide Mobébissi s'est déclaré candidat lors d'un direct. Je prends tout ça là au sérieux. D'accord. Et si, au fond de vous estimez que ce n'est pas sérieux, Ah non, c'est aussi l'image de cette diaspora. C'est l'image de cette diaspora. Donc, comment dans une même diaspora, il y en a qui pensent qu'il faut que nous passions par les primaires, c'est peut-être aussi la fertilité de cette diaspora, je vais dire, laisser comme ça les portes ouvertes une fertilité pour de paix éparpillée compromet l'efficacité. Et du coup, je me dis, bon, peut-être que Brel est un fidèle compagnon du projet. Il est passé sur le plateau pour défendre ce projet. Oui. Bon, mon point de vue, hein, je ne suis pas expert dans l'organisation des primaires, mais je pense qu'ils n'ont pas la légitimité d'organiser les primaires. Avec le statut de quelle entité? De quelle entité administrative? Et ces primaires, j'avais suivi un compatriote, j'ai suivi un peu, je me suis posé beaucoup de questions. Moi, je peux être au Congo, puisqu'il a dit qu'on pouvait voter par Internet, ok? Mais je réunis une centaine de personnes, je dis voter pour M. Makosso. Est-ce que ça a un sens? Est-ce qu'il y a des boucliers? Je ne sais pas. Est-ce qu'on va d'abord recenser tous les Congolais de France? Donc pour vous, en fait, la faisabilité, sans doute, mais techniquement, il faut encore qu'on vous donne des garanties qui fassent en sorte que celui qui peut voter, qu'on sache très bien qu'il est de la diaspora et qu'il vote de France. Oui. Et même s'il ne vote pas de France, si je suis de la diaspora, résident congolais de France avéré, et que malheureusement ou par événement, je me retrouve au Congo le jour du vote. Comment on fait pour savoir? C'est tout ça. Donc, et ça ne s'arrête même pas sur le volet technique. Je me dis, une seule et même diaspora qui, à la fois, de façon générique, encourage les candidatures isolées et propose les primaires. La diaspora est en contradiction avec elle-même. Alors, il faut dire une chose de ça, c'est que les candidatures isolées n'émanent pas de la volonté de la diaspora en tant que telle. Ce sont des hommes qui se lèvent un matin en disant que voilà, moi j'ai un projet pour le Congo, donc je vais me lancer. À ce moment-là, ça n'engage en rien la diaspora en tant qu'entité. Et donc les primaires de la diaspora engagent la diaspora en tant qu'entité. Je pense que pour ces auteurs, on en est là. Mais vous et moi, nous sommes de la diaspora. Avions-nous donné notre aval? Bref, donc il faut continuer à travailler ensemble pour proposer aux Congolais des choses, passez-moi l'expression, sérieuses. Voilà, passez l'expression des choses sérieuses, dit mon invité, M. Serge Ouakamabe. Alors, on va rester sur ces présidentielles. Vous avez cité 3 candidats. Moi, je voulais l'apprendre qu'Aristide, je dirais, mon baby lui aussi s'est prononcé. Il y a 2 candidats officiellement reconnus qui l'ont dit par déclaration que nous avons pu avoir. Il y a M. Jean-Bruce Pandoumalonda et Andrea Gombe. L'un a mis en ligne son programme. Qu'est-ce que vous en dites? Avez-vous eu le temps de suivre un peu le parcours de ces 2 candidats? Si peut-être pour l'un ou l'autre, qu'est-ce que vous en dites aujourd'hui? Vous parlez du renouvellement tout à l'heure. Est-ce qu'il est là? L'autre compatriote, je ne connais pas trop. Andrea non plus, je ne connais pas personnellement. Mais vous savez, en politique, un événement peut vous propulser et puis un autre peut vous anéantir. J'ai découvert Andrea Ngombe lors de son agression à l'ambassade. Et puis j'ai commencé à suivre un peu au début pour savoir est-ce qu'il va bien, est-ce qu'il s'est remis de son agression. Et puis petit à petit, je l'ai vu sur les plateaux télé, je disais à ceux qui me sont proches que je trouvais ce compatriote avec un grand potentiel. Ok? Mais maintenant, excusez-moi, il y a une expression consacrée dans votre jargon qui dit dites-moi qui je fréquente, qui vous fréquentez, je vous dirai qui vous êtes. Et je voudrais m'arrêter là. C'est-à-dire pour Andrea Ngombe. Je ne le connais pas. Parce que vous estimez qu'il est mal entouré. Voilà. Disons les choses clairement. Ce n'est pas estimé. Quelqu'un qui est accompagné par des vulgaires diffamateurs. Vous savez, je veux prendre un parallèle.
Moi, j'admirais ce compatriote, je ne le connaissais pas, mais je me disais qu'il m'excuse avec son relatif jeune âge. Il a une certaine maîtrise de la communication parce que les plateaux de télé, c'est pas facile, hein, c'est un exercice très difficile. Et puis petit à petit, je vois qu'il s'encombre un peu. On ne peut pas avoir la noble ambition de diriger le pays et ne pas faire un toilettage dans l'immédiat. Mais le moment venu, aujourd'hui, l'idée pour moi, c'est pas de saper sa candidature. D'accord. Je voudrais, pour le cas d'Andrea, m'arrêter à la maxime selon laquelle dites-moi qui vous fréquentez, je vous dirai qui vous êtes. Alors, Je le suppose suffisamment intelligent. Oui, mais ça, vous ne nous avez pas habitué à autant de tournures en vous cachant derrière, je dirais, des adages. Non, très honnêtement, concevoir Guy Mafimba, celui qui se fait passer pour un pasteur, comme des soutiens d'Andrea, honnêtement, ça peut réveiller des soucis de dénigrement. Mais je pense qu'il a encore le temps. Il a à peu près 17 ou 18 mois pour refaire ses équipes. Moi, je ne peux pas. J'ai aussi un rôle. Je peux réclamer aussi quand même être un leader d'opinion, même à très moindre portion. Mais on regarde, on voit ici les gens renouveler même leurs équipes parce qu'on a eu une mauvaise fréquentation. Donc, j'ai lu le programme c'est d'ailleurs le seul programme que j'ai lu. J'ai lu le programme d'Andrea. Je sais qu'il est largement perfectible. Je le connais un peu du peu que je le vois sur les médias. Je pense qu'il a du potentiel. Mais acceptez aussi que je vous dise qu'il est très mal entouré. Il est entouré de diffamateurs. Et je vous ai apporté 2 preuves. Le dire, ce n'est pas insulter la diaspora. L'autre compatriote, Jean-Brice Pambou-Malonda. je me suis contenté de lire sa déclaration de candidature. Tout à fait. J'attends Il date de encore... 2018, hein, c'était Oui, le premier. je pense que c'est avant Andrea. Oui, tout à fait. J'attends encore de voir ce qu'il propose. Et quand j'ai dit ça, et puis il y a Aristide Mobébissi qui, lors d'un direct, a annoncé sa candidature. Tant qu'il n'a pas dit que c'était une plaisanterie, je considère que la diaspora congolaise de France a déjà 3 candidats. Quand j'ai dit ça, je me pose une question. Les gens qui ont annoncé très tôt leur candidature, et qui, à mon avis, n'ont pas beaucoup d'ancrage au Congo, pourquoi ils n'utiliseraient pas le temps qui reste pour, j'ai envie de dire, s'installer au niveau de l'électorat réel? Parce que la diaspora ne vote pas. Je vais vous prendre le cas d'Andrea. Ça va faire bientôt 1 an aussi, depuis juin. Tout à fait. Bientôt 1 an. S'il avait passé 1 an à sillonner le Congo, il ne faut pas qu'on vienne nous dire qu'il y a les prédispositions de sécurité. Rien ne prouve aujourd'hui. Vous en doutez alors. Non, c'est ce que je lis. Il Oui. ne faut pas revenir maintenant nous dire que toutes ces conditions qu'on redoute vont être immédiatement améliorées avant l'échéance de 2021. Donc c'est un peu ça. Être candidat de la diaspora, c'est bien, mais venir faire sa pré-campagne au pays, c'est mieux. Ça, je pense que ça augmente les chances. Après, ils ont leur stratégie chacun. Je leur souhaite bon vent. Serge Makamabe, l'opposition congolaise aujourd'hui est quasiment tricéphale. Hein. Vous avez une opposition composée par des hommes qui sont proches de la majorité présidentielle, qui sont conduits par M. Tiatima Diala. Vous avez une autre opposition de ceux qui sont qualifiés des radicaux, qui sont conduits par, je dirais, Madame Ounari. Je voulais une 3e tête, c'est un peu celle de la diaspora. C'est-à-dire, au niveau de la diaspora, les gens arrivent aussi à taper sur les 2 têtes qui sont là-bas au niveau du Congo. Est-ce que vous pensez que cette opposition a un avenir face à ce système qui a quasiment tout verrouillé, même si on a l'impression que les choses peuvent bouger d'ici là? Vous avez du génie, parce que je ne comprends pas que vous décidiez comme ça, sur un plateau, que Tiatima Diala serait un opposant proche du pouvoir. Enfin, j'en ai pas les indices. Il a été nommé, il a un poste constitutionnel décidé par le pouvoir. Il n'est pas décidé par la Constitution, à moins de avec le décret du président, je veux dire. Il y a un décret présidentiel qui le nomme, même si c'est la Constitution. Mais parce que c'est la voie constitutionnelle qui prévoit qu'il soit nommé par décret. Oui, mais bon, n'empêche qu'aujourd'hui, n'empêche qu'il est adoubé par le pouvoir actuel. On met à sa disposition les moyens nécessaires avec un statut particulier, comme s'il était membre de ce gouvernement. Donnez-moi quelqu'un dans l'opposition qui bénéficie des faveurs que bénéficie M. Tiatima Diala. Honnêtement, quand vous me parliez d'une opposition proche du pouvoir, je voyais plutôt ces gens de l'opposition comme les Nick Fila qui sont dans le gouvernement actuel sans qu'il y ait eu accord de cogestion ou gouvernement
d'ouverture. Monsieur Likila participe aussi aux réunions de M. Tchatsi Madiala. Ah bon, oui, la COPA, la Tout à Convention des partis républicains. Tout à fait, oui. Donc je voyais plutôt, D'accord. quand j'entends le discours de Tchatsi Madiala, je suis désolé, je mets quand même un doute qu'on entretienne quelqu'un pour qu'il vienne dézinguer le pouvoir en place. Je ne sais pas. Allez-y. Ceci dit, d'où est-ce que la diaspora est une opposition? Quand on voit les grandes tendances, la diaspora, jusqu'à un passé très récent, était soit ralliée au général Jean-Marie Michel Mokoko, soit ralliée à l'autre prisonnier, au commis Sadissa, soit encore, de façon globale, ralliée à l'alliance IDC-FOCAD, dont vous connaissez mon opinion. Pour moi, c'est une relation incestueuse. D'une part, ceux qui venaient d'être débarqués du gouvernement Sassou de l'époque, et de l'autre part, ceux qui avaient commencé à militer pour la lutte contre le changement de la constitution. Mais ce débat est dépassé. Maintenant, j'apprends sur votre plateau que la diaspora a une opposition. Quand on sait que la diaspora n'est pas organisée. Je donne des exemples. Tout à l'heure, on a eu le compatriote Richard Baudry, qui a un mouvement. On a eu le compatriote Bédélé, qui promeut les primaires. On a eu les 3 candidats. Vous avez aussi ce qu'on appelle les assises. Entre-temps, on avait eu Moudilo avec ses 2 gouvernements. Il y a le CRC qui a été créé il n'y a pas... Il y a aussi le CRC qui courageusement milite pour un soulèvement populaire. Tout à fait. Et en passant, je dis qu'un soulèvement populaire, tant qu'il n'est pas spontané, ça devient une incitation à la révolte. Et ça, c'est illégal. On ne peut pas vivre en France et sortir du cadre légal des choses. La France a la chance d'être unitaire de droit. Il faut tout faire dans le respect des règles de droit. Donc, comment voudrez-vous, M. Makosso, décider sur votre plateau que la diaspora est une opposition organisée pour qui? Donnez-moi la tête de file de l'opposition de la diaspora. Alors pourquoi vous voulez avoir une tête de file telle que le décide le pouvoir de Brazzaville? Pourquoi voulez-vous avoir une tête de file? Mais parce que quand la diaspora, soutenait Mokoko, c'était Mokoko. Quand elle soutenait Okombi, c'était Okombi. Quand elle soutenait IDC-FOCAD, ils avaient une présidence tournante, c'était à chaque fois celui qui avait la présidence de cette alliance. Donc dites-moi quand même, bon, on ne va pas parler de leader. Citez-moi 3 cadors de l'opposition. Merci. Les cadors, 2 ou 3, disons 2. Quels sont les cadors de l'opposition de la diaspora? Je suis surpris maintenant de découvrir qu'en plus, la diaspora est une opposition. Alors, il faut quand même dire une chose aujourd'hui, Sergio Akababé, vous semblez, je dirais, ne pas reconnaître les choses. Quand vous avez des hommes comme M. Boukadia, qui aujourd'hui a un projet, la Conférence internationale pour le Congo, qui aujourd'hui essaie d'avancer sans pour autant prendre en compte ce qui se passe à Brazzaville, notamment dans les familles de l'opposition que nous avons citées. Est-ce que vous ne pensez pas qu'aujourd'hui, au sein de la diaspora, cette disparité des voix que vous avez évoquée tout à l'heure donne aujourd'hui un ton qui n'est pas monocorde tel qu'on peut le voir, où vous avez décidé d'avoir au Congo un camp et de l'autre. Au sein de la diaspora, les gens essaient de faire respirer cette démocratie. Donc, mais déjà, vous n'avez pas suffisamment de force. En plus, vous êtes en France, c'est un pays très grand. Les réunions sont souvent par conférence call. C'est des moyens technologiques. Voilà. Utiliser la technologie, ça peut comme Monsieur Boukadia, c'est un cas particulier. Pourquoi? Et je mettrai un bémol. Boukadia, je pense, je peux me tromper, mais je pense qu'à l'époque, son parti était enregistré au Congo. Sinon, je ne vois pas comment il aurait pu avoir les autorisations de faire des meetings, malheureusement, au cours desquels il a prononcé la scission du pays. Mais quand j'ai dit ça, vous avez encore évoqué la conférence internationale. J'espère qu'il y a des pro-conférences internationales qui puissent quand même me répondre. Je me dis, rêvons, disant, c'est une bonne idée, la conférence internationale. Je dis, où vont se dérouler les travaux préparatoires de la conférence internationale? 1. 2. On dit sous l'égide de l'ONU. Et on voudrait que la conférence internationale soit inclusive. Je prends aussi un autre cas. On rêve, hein? Là on est dans un rêve éveillé. Mettons, puisque la dernière concertation d'Olizy ou de Sibiti avait réuni 640 participants.
J'ai dit, comme on veut faire grand, on va intégrer la diaspora. Mettons, il y a 1000 participants. Vous conviendrez avec moi, il faut qu'il y ait des participants qui viennent du Congo. Bien sûr. Qui trouve les visas? Qui les loge? On les loge où? La conférence se déroule où? Donc, je pense que quand on lance un concept, il faut le mûrir pour qu'on soit en même de donner des réponses. Et je continue à croire que dans cette panoplie d'initiatives, si la diaspora pouvait militer pour une convergence, peut-être que dans cette disparité pourrait éclore un projet beaucoup plus consistant et beaucoup plus viable. Voilà, en attendant d'avoir Serge Kamabé, un projet consistant et viable, il y a donc Presley Matt qui pose la question. Comment expliquez-vous, M. Serge Kamabé, que l'opposition veut se présenter à la présidentielle de 2021 sous l'égide d'une commission électorale qu'elle avait boudée en 2016 comme étant aux ordres de Sassou Nguesso? Bon, ce que je voudrais répondre à Adam Presley, c'est que de deux choses l'une. Ou l'opposition milite pour la politique de la chaise vide. Moi, personnellement, je n'encourage pas ça. Ou, à contrario, l'opposition va tenter d'arracher quelques améliorations parce qu'il ne faut pas être utopiste pour penser que d'ici 16-17 mois, tout va être parfait pour qu'on aille à une élection dans des conditions de transparence absolue. Dans ce cas, quand on enlève cette éventualité, ce qui reste, c'est qu'il y a deux choix. Soit on continue à lancer le mot de boycott, et je peux vous garantir que depuis 2002, pour ceux qui ont boycotté, la politique de boycott a toujours profité au pouvoir en place parce qu'il organisera quand même les élections. On trouvera des candidats concurrents, parmi lesquels des candidats que moi j'appelle factices. L'élection se fera, le pouvoir en place gagnera, et puis on aura que nos larmes pour larmoyer comme d'habitude. Donc je pense qu'il faut quand même y aller en essayant d'imposer dans les activités opérationnelles un maximum de résistance. Ce qu'on peut aussi noter dans Presley, c'est que 2002-2009, on a quand même assisté à des scores que les mauvaises langues qualifient à la soviétique. Mais en 2016, on a quand même vu que le président a été plébiscité avec 62%, c'est ça? Oui. Ça veut dire que si les gens sont organisés, on peut déjà projeter un deuxième tour. À l'état actuel des choses, je ne vois pas en 2021 quelqu'un rafler la mise dès le premier tour. Est-ce que vous-même vous pensez aussi à ce fauteuil Serge Kamabé? Très honnêtement, dans la politique opérationnelle du pays, je suis en retraite temporaire pour des raisons de ma dernière expérience où j'étais candidat au sénatorial. Vous, en tant qu'ami, vous le saviez en off, j'ai vu comment des gens marchandaient leur vote. J'avais choisi les sénatoriales parce que, de mon point de vue, c'est l'élection la plus simple. Enfin, Vous maîtrisez le corps votant. Il y avait 101 conseillers municipaux qui devaient choisir 6 sénateurs pour Brazzaville. Je les ai vus, puisque j'étais dans la salle, je les ai vus vendre le vote à 400 000 francs la voix. Je ne les avais pas. Et même si j'avais été milliardaire, je n'aurais pas rompu avec ma conscience. Pourquoi vous ne pas demander le soutien du PCT pour cela? Ça aurait été plus facile pour vous. Je ne peux pas critiquer le pouvoir incarné par son parti qui est le PCT et demander le soutien. Mais dans la campagne, j'ai fait la démarche de façon isolée et j'ai contacté aussi les élus locaux de PCT. Parce qu'on n'est pas que lié par la politique. Si j'ai un ami qui a droit à 6 votes et qui est du PCT, je peux le démarcher pour qu'il me donne une voix. Quand on sait quand même que les élus locaux à Brazzaville sont majoritairement PCT, donc vous nous dites aujourd'hui, Serge Kamabé, que pour les sénatoriales, les élus locaux du PCT à Brazzaville ont vendu leur voix au plus offrant à raison de 400 000 francs. Mais je vous le répète, je vous donne même le montant. Non, oui. Le modus operandi était que vous entriez dans l'isoloir, vous filmez avec le smartphone ce que vous avez coché, mais avant d'y aller, on vous a avancé 150 000. C'est très intelligent. On garde la plus grosse partie de 150 000. Et quand vous sortez de là, vous allez monnayer la photo. Oui. Le président de... C'est Bouka, le président de la CENI, a suspendu
pour un moment parce qu'il était lui-même éhonté de voir ces pratiques. Mais je pense que c'était une dogme. Donc, pour avoir vécu ça, je dis, je suis en retraite politique opérationnelle temporaire. Donc, il faut que le PCT disparaisse peut-être. Je ne sais pas, mais il faut que le système change. Le système change, il faut quand même prendre, je dirais, ça fait 50 ans maintenant que le PCT est là, il faut encore attendre 50 ans pour que ça change véritablement. Non, mais je pense que la différence avec l'élection présidentielle, c'est que l'élection présidentielle, c'est un deal entre un homme, fût-il d'une région, d'une ethnie ou d'un parti, et le peuple. La preuve, c'est que Sassou va aux élections, pas sous la bannière du PCT, souvent Tout c'est à le fait. Congo. Oui. Donc l'élection présidentielle est une particularité, parce qu'il n'y a pas de circonscription, il n'y a qu'une circonscription unique qui est le Congo, contrairement à d'autres élections. Voilà, mesdames, messieurs, vous êtes bien sûr en direct sur Ziana TV. Serge Guakamabé, on va bientôt arriver à la fin de cet entretien. Rapidement, en 69, le PCT est né. 2019, 50 ans après. Un congrès va être organisé dans quelques jours. Vous attendez quoi en fait? En tant qu'observateur, je vais dire, vous avez répondu. Vous Non, attendez quoi? je suis lucide, j'attends rien du PCT. Je continue à croire que les plus gros malheurs du Congo ont transité par trois partis essentiels. Le PCT, l'UPADS et le MCDDI. Donc, Et vous répartissez comment déjà, je dirais, le pourcentage pour chacun? Parce que si vous dites le PCT... non, mais majoritairement le PCT, parce que D'accord. de toute façon... On va donner sur 50% au PCT déjà, l'UPADS. donc 51%, puisque pour avoir la majorité, il faut au moins 50 plus. L'UPADS est né des cendres non allumées d'un bois du PCT, donc l'UPADS est quand même beaucoup plus récent, le MCDDI. Mais quand vous regardez, à partir de la conférence nationale, la bérésina que connaît le pays aujourd'hui, c'est à cause de ces trois grands partis. Donc, que le PCT fasse son jubilé, j'ai envie de dire, pour moi, sur le plan personnel, c'est un événement. Ça va produire quoi? Tous les jeunes qui ont tronqué leur veste pour les promesses mielleuses faites dans le PCT, ils sont où? Ils ne sont pas sur le devant de la scène. Donc, personnellement, voilà, c'est comme si vous me dites aujourd'hui, Ziana TV fête ses 10 ans, 7 ans, je me dis, bon, c'est une chaîne de télé comme tout autre, mais par les liens qui nous unissent, je pourrais vous envoyer une bougie. Donc, vouloir faire du PCT, du jubilé du PCT, et maintenant que vous en parlez, je me demande si le fait que le président ait lu son discours en avance, c'était pas pour ne pas faire écran à ce congrès qui devait avoir lieu du 27 au 29. C'est ça. Il y a peut-être ça aussi. Imaginez-vous qu'il y ait congrès le 27, le 28, le 29 et que le président parle le 30. Oui. Il devait y avoir... Le président reste le président du comité central du PCT, donc pour lui, à la limite, ça ne changerait pas grand-chose. Hein, il serait toujours... Vous venez là aussi d'évoquer une violation de la Constitution. Comment le président peut être le président du comité central du PCT? Lui, il n'a jamais régné, je veux dire. Oui, ça on le sait, mais c'est une violation de la Constitution. Vous voyez, quand vous voulez descendre Tsatsi Mabiala, qui est reconnu par la Constitution, je vous dis respecter la Constitution. Et quand vous me rappelez que le président de la République est le président du comité central du PCT, je dis, ça par contre, c'est une violation de la Constitution. Constant Barapéa parle d'une démocratie parentale, de la cité des familles. Aujourd'hui, certains estiment ou spéculent qu'une négociation des sceaux pourrait, je dirais, être remplacée par son fils. Est-ce que vous croyez que c'est une équation qui est résolvable? Remplacer. Ils mettront, a priori, un peu d'élégance. Ça ne va pas être le président dit je démissionne ou je ne suis pas candidat en 2021, désormais mon fils est président. Non. Ce que je pense, mais de façon très objective, c'est que si le président n'est pas candidat en 2021, ça ne barre pas la voie à son fils, fût-il le fruit de son énergie d'être candidat. Ok? Si son fils n'est pas candidat, quand je regarde le microscope politique aujourd'hui, le PCT ne sortira jamais un candidat de taille qui pourrait rivaliser, par exemple, avec Parfait Collègue. Donc, vous voyez bien que le schéma se dessine. Si le président Sassou n'est pas candidat en 2021, on va vers la candidature de son fils. Ça, c'est une observation. Peut-être que je me trompe. Parce que si Sassou n'est pas candidat en 2021 et que Kiki ne l'est pas non plus,
Je ne vois pas dans l'immédiat quel candidat le PCP va nous prendre. Serge Wakababé, on va prendre, je pense, un dernier invité en ligne. Allô, bonjour. Bonjour, c'est Makoso, c'est Chever Flou. Allez-y, monsieur Chever Le Foulou. Serge Wakababé vous écoute. Deux tentatives à travers le Zoom, on n'avait pas pris. Bon. Ben écoutez, vous pouvez revenir sur Zoom hein, si vous voulez que Serge Wakababé mette un visage. Si, je connais. J'aurais quand même souhaité intervenir directement parce que depuis que mon grand frère, que je salue d'abord avant de commencer, bonsoir grand Serge Wakababé. Bonsoir. Depuis qu'il a commencé, j'ai compris que Serge Wakababé est dans. C'est lui le juge, il distribue maintenant les points à la diaspora. Alors il fait un procès à la diaspora, que la diaspora congolaise de France n'est pas productive. Moi je ne comprends pas si nous avons ensemble la même définition de la diaspora. La diaspora n'est pas une association. La diaspora c'est l'ensemble des compatriotes congolais ou d'un autre pays vivant extra ou outre des frontières nationales. Donc nous ne sommes pas ici dans l'objectif où on n'a pas la vocation de constituer une association ici, ce n'est pas la vocation de la diaspora. Et lorsqu'il dit que la diaspora n'est pas productive, je ne sais pas sur quel aspect, le dit-il sur l'aspect économique ou sur l'aspect politique, je ne sais pas. Ce n'est pas à la diaspora de concevoir une politique pour que cette dernière soit productive au Congo. C'est au gouvernement congolais, d'autant qu'il y a des milliers de Congolais hors les frontières nationales et que éventuellement cette diaspora constitue des grands acteurs économiques importants parce que nous utilisons une monnaie étrangère. Pour ceux qui sont en France, c'est une monnaie qui est très forte. On peut aujourd'hui concevoir une politique économique pour nous ramener vers nos marchés les produits locaux, pour qu'on consomme les produits locaux. Lui, c'est le Wakababé qui parle. Je ne sais pas s'il pense à un moment donné. Le manioc que nous mangeons ici, si vous prenez un exemple très simple, ce n'est pas le Congo qui nous produit le manioc ici. Vous voulez que la diaspora soit productive en quoi? Vous voulez qu'on fasse quoi? Si vous êtes incapable là-bas, vous, de concevoir les politiques pour que nous puissions participer à la vie économique du pays, vous voulez qu'on fasse quoi? Mais quand vous parlez, je ne sais pas si on va commencer sur entendre, la diaspora congolaise, aussi nombreux que nous sommes, nous ne pouvons pas concurrencer le budget du Congo. Le Congo est un budget, le Congo est un pays, un État organisé. Donc lorsqu'il parle de la diaspora qui n'est pas organisée, je ne sais pas quelle organisation voudrait-il. Je peux répondre. Voilà. Une diaspora, voilà. Nous sommes au lieu de distribuer des notes, malheureusement lui qui n'a pas sa langue dans la poche, mais lorsqu'il s'agit de parler d'Andrien Gombe, lui qui dit avoir lu le projet, il est incapable de porter une critique objective sur le projet d'Andrien Gombe. Je suis désolé. Je suis désolé. Voilà. Très bien, il va vous répondre. Merci, Maître Pierre. Bon, je vais commencer par la fin. En même temps, toi, je peux te tutoyer puisqu'on se connaît. En même temps, tu estimes que je distribue les points à la diaspora, mais parallèlement, tu penses que je n'ai pas pu apprécier le projet de André Ngombe. Objectivement. Donc, pour toi, il fallait que j'évalue. Tu ne peux pas me reprocher une chose et me le réclamer parallèlement. Mais il n'y a pas de problème. Le projet d'André Ngombe, je l'ai lu et je pense que subtilement, j'ai dit qu'il était largement perfectible. Mais je peux dire, je pouvais utiliser une autre technique d'expression, mais ce n'est pas ça le problème. Mais excusez-moi, si vous avez la capacité, parce que je vous ai suivi pendant 12 heures, ou je ne sais pas combien d'heures, si vous aviez eu ce courage d'épingler les individus, ou en citant nommément la diaspora congolaise qui est complètement improductive, mais incapable de dire quoi que ce soit sur un projet qui était né pour la communauté des Congolais. C'est ce que je trouve complètement aberrant. Non, comment on dit, Maître Pierre, d'abord je voudrais dire que je ne suis pas le porte-parole d'Andrea et je n'ai pas l'intention de descendre son projet sur un plateau. Maître Pierre, Vous l'avez évalué d'une manière ou d'une autre. Maître Pierre, dans mon métier on appelle ça la tenue à table. Hein? Si tu peux faire preuve de patience d'écoute. Donc je disais ceci, est-ce que tu trouves juste une émission qui a vocation de balayer l'actualité? Donc on est passé 2-3 minutes sur Andrea. C'est moi qui ai évoqué son projet puisque je l'ai reconnu et puisque je l'ai reçu
en art, j'ai le projet, je l'ai lu. L'émission n'est pas consacrée à la critique du projet d'Andrea, ok? Pour être tranquille avec toi, le peu que j'ai lu, je ne peux pas être un soutien d'Andrea, objectivement. Si c'est ça que tu veux entendre, je te le dis. Maintenant, il y a sûrement de nombreux d'autres compatriotes qui accompagnent Andrea que je ne vais pas forcément vexer ici. Non, c'est pas ça le jeu. Je reconnais que ce compatriote a du potentiel. J'ai aussi dit qu'il était mal entouré. J'ai aussi dit que j'avais lu son projet et que je le trouvais largement perfectible. Tu voulais que j'attribue une note? La note, je la garde pour moi. Ça, c'est un. Secondo, j'estime que la diaspora congolaise, surtout de France, n'est pas productive. Tu veux me faire une rhétorique sur la sémantique du mot diaspora. Je sais ce que c'est. La diaspora congolaise, je précise de France, n'appartient à personne. Quand on revendique que le Congo appartient à tous les Congolais, soyez donc ouverts pour comprendre et entendre raison que la diaspora appartient aussi à tous les Congolais. C'est notre diaspora. Je lance juste des cris de cœur pour voir que, Maître Pierre, je vais être factuel. Toi, tu es juriste, non moindre. Tu nous as éclairé sur pas mal de sujets. Qu'est-ce qui vous manque pour qu'il y ait, par exemple, une espèce de corporation ou un collectif des juristes congolais de France? Comme ça, laisse-moi finir pour chuter. Comme ça, quand il y aura, par exemple, une situation de droit à régler, vous feriez votre plaidoyer et ça passerait plus vite. Si aujourd'hui, toi, en tant que Maître Pierre individuellement, tu écris un papier, tu envoies au Congo et tu dis, regardez ce que je propose pour l'arsenal juridique du Congo, on ne te prendra pas au sérieux. C'est juste ça. Maintenant, je respecte votre volonté à rester dans la critique sans jamais rien proposer de concret au pays. Libre à vous. Excusez-moi, quand vous dites sans rien proposer, c'est là où le temps que vous êtes en train de commettre. Vous ne connaissez pas tout le monde. Vous ne connaissez pas les travaux ou le travail de tout un chacun. Il y a une loi qui vient de passer au Congo, que vous connaissez peut-être, vous avez appris l'information, la loi sur les statuts des artistes congolais. J'ai donné un point de vue là-dessus, si vous ne le savez pas. Chacun de nous agit en fonction de ses canaux. Mais vous comprenez, nous ne sommes pas un tribunal pour pouvoir faire des plaidoyers fictifs ici, ça n'aura pas de sens. Chacun travaille dans un parti politique, chacun travaille en fonction. Un plaidoyer, j'entends par plaidoyer un manifeste de proposition, pas plaidoyer dans le sens juridique approprié, non. Je redis la chose suivante. Nous avons des grands problèmes de santé publique. Nous avons des grands médecins congolais installés en France. S'ils proposent quelque chose, enlevons le mot plaidoyer, un éventail de propositions pour améliorer tant soit peu la prise en charge de la santé publique. Ça, pour moi, c'est une contribution palpable. Et si maintenant le gouvernement ne mettait pas ça en pratique? Est-ce que vous connaissez tout le monde? Je vous ai dit, je vous connais. Maître Pierre, toi non plus, tu ne connais pas tout le monde. Si la diaspora avait... Je vais vous donner un exemple dans ce sens-là. Vous qui ne connaissez pas, je vais vous informer. Il y a M. Blaise Tiba, qui est cadre ici au CHU de Nantes, qui a fait des propositions, qui est allé quand même réviser un document qu'il a déposé au ministère de la Santé au Congo. Ce document a été rangé dans les oubliettes, dans les tiroirs, personne n'en parle. Le problème ici, c'est qu'il y a des gens qui font des initiatives, qui apportent des solutions par des propositions au Congo, et malheureusement, ces gens ne sont pas ciblés. Mais tu me rejoins, Maître Pierre. Nous sommes une diaspora éparpillée et chacun... Vous ne connaissez pas la diaspora de France. Quelques personnes que vous côtoyez qui sont improductives, vous les prenez pour un échantillon pour l'ensemble. Maître Pierre, toi qui connais si bien la sémantique, c'est quoi la diaspora? Puisque moi, je te dis que je fais partie de la diaspora. C'est quoi la diaspora? Mais quelques personnes improductives que vous rencontrez. Mais je suis de cette diaspora. C'est une invite à la contribution, c'est tout. Je refuse votre démarche selon laquelle la diaspora en général est improductive. C'est faux. Oui, la diaspora en général est improductive. La preuve, c'est que vous donnez des exemples isolés. Vous qui êtes au pays, vous avez proposé quoi? Moi qui vous parle, je vous dis, nous sommes en train de faire des notes ici. Je vous ai cité une loi. Et vous qui êtes au Congo, parce que vous croyez que la diaspora, c'est quelques personnes que vous rencontrez à la gare du Nord, mais ce n'est pas ça. Ce n'est pas ça cette diaspora. Donc moi je suis contre cet argumentaire. Vous ne devrez plus le dire un jour que la diaspora congolaise de France est improductive. Maître Pierre, d'abord, j'accepte volontiers l'insulte que tu fais
à nos compatriotes qui fréquentent la gare du Nord. Ça, c'est pas un problème. Maître Pierre. Maître Pierre, je dis la chose suivante. Non, donc tu as décidé que je ne fréquentais que les gens de la gare du Nord. La diaspora est forte pour balancer des informations. Je fréquente aussi les gens de la gare du Nord. Tant qu'ils sont des Congolais comme moi, il n'y a pas de discrimination. N'oubliez pas la gare de Lyon, Montparnasse et toutes les autres gares. Maître Pierre, ce que je voudrais dire, tu as pris des exemples, des Congolais qui ont fait des contributions. Toi-même, dans tes exemples, tu as pris des cas isolés. Donc, les cas isolés ne représentent pas la globalité de la diaspora. Donc, la diaspora, prise globalement, ne contribue pas au problème du pays, à la résolution des problèmes du pays. Maintenant, de là à avoir, je vais chuter, de là à avoir la... C'est qui? C'est qui? Si tu veux parler de moi, tu parles de moi. Tu parles de quel Congolais? Maître Pierre, tout à l'heure, tu m'as fait le reproche d'épargner André Ngombe. Quand tu parles des Congolais du pays, si c'est de moi qu'il s'agit, tu vas droit au but. Ceci dit, tu ne peux pas me vous voyez, Maître Pierre, on se tutoie. Tu veux parler de moi ou des autres? Mais je dis, vous avez une longue carrière politique. Est-ce que vous pouvez me citer une loi Wakamabé au Congo ou une proposition objective de votre part? Ah, là, tu t'adresses à moi. Mais bien sûr que oui. Ok, tu vois, contrairement à toi, il y a une loi qui est en étude pour promulgation, je ne sais pas trop, qui a été reconnue comme la loi Montom. Tu viens sur les médias pour dire que tu as contribué. Et je prends le pari de croire que tu ne l'as pas fait de façon désintéressée. Ça, c'est ce qu'il fallait dire. Donc, non, mais laissez-moi... La seule loi actuelle, mais moi, je suis au courant de l'actualité. La seule loi actuellement qui traite du statut des artistes, c'est la loi Montom. Que tu ne cites le nom ou pas, moi je le fais à ta place. Bon, maintenant. Mais tu me poses une question, tu ne me laisses pas te répondre. Tu veux que je te réponde ou pas? Je vous écoute. Ok. Tu veux savoir s'il y a déjà eu une loi en Wakamabé? Je te dis malheureusement non, je n'ai jamais été député. Ok? Par contre, puisque tu parles de moi, qu'est-ce que j'ai déjà fait pour le pays? Ça, je peux te répondre si tu insistes. Je peux le faire en off ou ici, il n'y a pas de problème. J'ai quand même déjà représenté le pays au sommet des élus locaux francophones d'Afrique à Ouagadougou en 2009. C'est ma contribution. À côté de ça, je ne vais pas vanter des modèles de choses que je fais. Je pense que mensuellement, annuellement, je contribue au produit intérieur brut du pays puisque je paye mes taxes. Maître Pierre, s'il vous plaît. Maître Pierre, on va juste laisser Serge Wakamabé vous répondre, sinon il y a d'autres qui attendent aussi en ligne. Donc, on ne va pas... et puis, Pierre, tu devrais quand même te garder de faire montre de temps de grandiloquence, me dire, je ne veux plus t'entendre parler de telle manière. Je te réponds très fraternellement, tu continueras à m'entendre parler de cette manière. Voilà, Maître Pierre, merci d'être intervenu puisque vous avez eu l'opportunité de pouvoir interpeller Serge Wakamabé. Encore désolé qu'on ne vous ait pas pris sur Zoom puisque normalement c'est prévu pour cela. Vous tous n'avez pas pu venir sur Zoom, vous aurez d'autres occasions pour interpeller notre invité, Serge Wakamabé. On arrive donc à la fin de ce 100% direct. Est-ce que vous sortez, je dirais, de cette émission de quasiment bientôt 2 heures de direct avec la même idée que vous avez sur la diaspora, où vous dites aujourd'hui, vous avez des frères, comme vient de dire, ou des amis, ou des personnes qui contribuent valablement et qui sont productifs pour le pays? Non, il faut arrêter d'être trop sérieux deux fois. Ce n'est qu'une émission, ce n'est pas la fin de la vie. Bon, je ne vois pas pourquoi je sortirai d'ici avec une autre idée de la diaspora. Non, si, on va lever les équivoques. D'accord. Je vous garantis,
du fond de mon honnêteté. Que on va faire en griffe, quand j'attaque la diaspora, parce que je sais qu'elle est capable de beaucoup plus que de la simple critique. On a peut-être des visions différentes de cette diaspora. Je pense qu'elle a en même de donner à un pays, même si ce pays ne lui a rien donné. Je ne le fais pas mais il y a des gens dans la diaspora qui ne se fatiguent pas de dire les mêmes choses contre le régime de Brazzaville. Et donc moi, dans une forme de ligne éditoriale, j'ai choisi de m'en prendre à la diaspora pour qu'elle donne le meilleur d'elle-même. Ce n'est que ça. Si Makosso, vous regarderez toutes mes publications, vous ne verrez jamais que j'ai injurié la diaspora. Maître Pierre, qui a fait l'avocat de la diaspora, n'a pas pu citer une seule contribution collective de la diaspora. La diaspora est pétrie de talent, mais la diaspora est éparpillée. La diaspora a un regard critique, mais la diaspora ne se veut pas contributrice. Pourquoi vous voulez que personne ne le dise? Est-ce un crime de lèse-majesté? Et puis pour terminer, de l'Est-diaspora, Messire Makosso, je suis de la diaspora, souffrez que je sois bicéphale. Je suis, n'en déplaise, et du bled et de la diaspora. Parce que sans fausse modestie, j'ai 2 justificatifs de domicile. Donc, quand j'attaque la diaspora, parce que je connais la diaspora. Parce que je sais que ce n'est pas ressentiment que les compatriotes ne veulent pas proposer des solutions adaptées aux problèmes du pays. Parce que les gens pensent, quand vous voyez des compatriotes surfer même sur le malheur des Congolais, rester au pays, parce qu'on en veut au pouvoir. Alors, c'est inhumain. Oui, Serge Ngaba, est-ce que vous pensez que ce pouvoir est prêt à donner une place à la diaspora? Si. Je ne pense pas. Alors, moi aussi, je vous donc, vous pensez que ce n'est pas esthétique qu'on a mis on va prendre le domaine de la santé. Oui. Moi, j'ai eu l'opportunité de diriger le premier colloque de médecins de la diaspora sur la santé en 2012. Je ne suis pas médecin, c'est moi qui ai coordonné ces travaux-là. Il y a eu énormément de propositions. Ces hommes qui sont venus de Brazzaville gèrent encore la santé du Congo aujourd'hui. Ces propositions ne m'allaient pas d'une seule personne. Il y avait au moins, je dis bien au moins une centaine de médecins, issus quasiment de toute la France. Certains sont venus même de Belgique, donc quasiment d'Europe, pour faire des propositions concrètes par rapport au pays. Sauf que nous avons affaire dans ce système à des hommes. Vous reprochez à la diaspora d'avoir un ego assez dimensionné, mais je pense que ceux qui dirigent la santé au Congo, ce sont leurs collègues. Ils étaient tous à l'INSA. Ils ont tous fait les mêmes spécialités. Mais vous les interrogez aujourd'hui, ils vous disent les bâtons dans le roues qu'ils ont pour faire installer des structures sanitaires au Congo parce que les autres qui sont là ne veulent pas. Si vous prenez ceux qui dirigent, comme M. Biloko, j'ai oublié tous les autres en fait, ce sont des hommes qui vous disent que la diaspora ne fait rien, c'est une chose. Mais vous avez des associations ici des médecins de la diaspora. Prenons ceux de l'INSA, prenons la PSDC avec le docteur Pondi et tous les autres. Interrogez ces hommes, moi j'ai été couvrir leur assemblée générale. Ils vous disent des difficultés qu'ils ont, et rien que pour faire des propositions dans certains services. Vous avez un médecin qui est aujourd'hui député, le docteur Ovaga. Non, laissons Ovaga qui est à une structure, c'est le docteur Bienvenu, que j'ai déjà reçu sur mon plateau, je suis désolé, son nom, il est député de l'UPADES. Ce docteur travaille sur tout ce qui est lié au cancer. Il veut installer au Congo des chambres implantables pour ne plus qu'on voit des hommes et des femmes amputés parce que le système venu ne fonctionne plus. Mais il faut lui demander, moi je l'ai reçu sur mon plateau tel que vous avez aujourd'hui, les difficultés qu'il a pour faire admettre à l'administration sanitaire congolaise que les techniques que nous employons aujourd'hui précipitent vers la mort pour les cancéreux au Congo. Il y a des solutions plus simples, moins coûteuses, mais il a du mal à pouvoir faire installer ces techniques. Bon, je n'ai pas la maîtrise du dossier. Voilà, moi je vous donne sur la de la santé. Quand je vous écoute, concrètement. Quand je vous écoute, si cette association a fait une démarche collective qui n'a pas abouti, elle a peut-être jugé mieux de repousser chemin. Je me dis, il y a peut-être d'autres options. Voilà, c'est le docteur Bienvenu Zamba. Voilà, okay. Bienvenu Zamba qui est député de l'UPADES. Au Congo, en matière de cancérologie, il y a une tête de poule. C'est le professeur Kwambo. Tout à fait.
Et quand j'écoute le professeur Kwambon, je pense qu'il lance les mêmes alertes, mais de façon un peu plus modérée, parce que c'est quand même un grand représentant de l'État dans le domaine de la santé. Oui. Je me dis, on a essayé une telle démarche. On regarde parallèlement un autre confrère, qui est le patron du service cancérologique au Congo. Je dis bien au Congo. Au fait, lui, il forme des gens et qu'on répartit Des gens dans le qui viennent de service. toute l'Afrique. Hein. Je sais qu'il y a des gens qui viennent. Je me dis pour ce cas précis, pourquoi on n'essaye pas de prendre attache avec le professeur Kwambon? Le professeur Kwambon a été le premier à critiquer, il est venu commenter, et ça je vous le dis, il est venu commenter l'émission avec, je dirais Bienvenue Nzamba, il était le premier à critiquer en disant que cela ne peut pas se faire au Congo, ou cela demande le machin. Il était le premier qu'il vient témoigner, et je vous le dis, puisque moi j'ai lu ces commentaires du professeur Kwambon, il n'est pas le premier à croire à ce projet-là. Ah, donc peut-être que lui, en tant que technicien, a remis en cause la faisabilité du projet au Congo. Tout à fait. Parce que le professeur Kwambon, je vous garantis, On est tout à le fait jour où d'accord. un On va patient pas- parlera du mal de lui, Oui. je me remettrai en cause. Donc, dire que... Mais la plupart des projets aussi qui viennent de la diaspora, deux fois, il manque une certaine tropicalité. Si On est on tout à vous fait dit il faut l'adapter, il faut l'adapter. On est J'ai tout à fait encore en d'accord. mémoire Philippe Assompi qui garde avec lui un projet qui date de plus de 15 ans, qui n'arrive pas à l'expérimenter parce que je lui ai dit que c'était pas... Philippe Assompi, c'est un bottier, hein, je pense. Oui, oui. Oui, oui, voilà, c'est un bottier congolais qui fait Il beaucoup voulait de à la choses. fois qu'on enlève les bêtes, Hmm. la poso, et Oui, puis oui. fabriquer les chaussures. J'ai dit il faut qu'on adapte ça. Tout à fait. Donc quand un projet n'est pas tropicalisé, voilà. Voilà, nous espérons ne pas avoir, je dirais, trop européanisé ce débat, puisque Serge Wakamabé réclame de la tropicalité. Merci encore, Serge Wakamabé. C'est moi. Merci. Qu'est-ce que vous souhaitez pour 2019, puisqu'on est quasiment, le technicien me dit qu'on est quasiment à la fin. Qu'est-ce que vous souhaitez pour 2020, pardon? Ben, une remise en cause de fond en comble. Autant nous voulons que les choses changent au pays, autant je prie du plus profond de mon cœur que la diaspora aussi se remette en cause. Et puis, bon, je peux vous annoncer comme cadeau de fin d'année, faire une trêve, mais je vais faire la trêve en publiant une dernière chose contre la diaspora. Voilà, merci à Anthony Mouyongi qui a assuré la réalisation de cette émission. Merci à vous aussi d'avoir été là très nombreux. Merci à vous qui avez participé en interpellant notre invité. En vous souhaitant de très très bonnes fêtes, nous espérons que vous serez encore là pour suivre nos programmes. Portez-vous bien, nos programmes continuent. Au revoir et passez une très bonne soirée.